mais Steve Jobs, quand on y repense, il a créé sa boîte et puis le board le met dehors. Petite pause. Alors, je vous ai déjà dit avant que si vous regardez ce podcast, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous êtes des gens ambitieux. Et on aime les gens ambitieux. Et je pense que vous savez l'importance de l'entourage. On en a parlé sur tous les formats. Mais souvent, on vous parle du groupe Telegram. Je pense que vous ne réalisez pas ce que c'est. Vous pensez que c'est juste un groupe WhatsApp comme un autre. Pourquoi payer pour rejoindre un groupe WhatsApp avec des gens que vous ne connaissez pas? Déjà, un truc qui est important pour moi à saisir, c'est que bien sûr, il y a accès à Kayi et à moi. Et ce n'est pas un groupe WhatsApp où genre on vient une fois toutes les semaines. Tous les jours, quasiment, on y est, on discute, on échange avec les gens, et pas que sur le podcast. Et je pense que c'est important qu'on vous montre le groupe. Donc, vous allez voir, dans ce groupe, il y a plusieurs channels. Donc, le plus évident, évidemment, c'est le channel Le Podcast, où il y a les feedbacks, les extraits, les avis des gens, les discussions autour du podcast. Ça, c'est évident. Mais le channel dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est le quartier, qui est le channel le plus actif et le plus dynamique, où, en fait, on parle de l'actualité en temps réel. Et tout le monde apporte sa vision. Et vous allez être surpris. Vous allez avoir des médecins qui vont ferrailler avec des étudiants. Vous allez avoir des experts des cultures mèmes qui vous mettront des mèmes de haut niveau avec des personnes qui, en fait, ne savent même pas qu'est-ce que veut dire un mot en Uchi, comme moi. Donc, il y a un peu de tout. On apprend de façon large sur l'Afrique avec un grand A et surtout sur une Afrique avec un grand A ambitieuse. Et quand vous sortez du quartier, là, je vous ai sorti le quartier, vous verrez, il y a le book club. Il y a pas mal d'autres choses, les side missions, il y a pas mal d'autres choses que vous pouvez faire, notamment le travail de créer une vraie communauté d'excellence. Et c'est ça qu'on voudrait réussir à accomplir. Et quand on pense à tout ça, franchement, les gens, 150 €, c'est pas grand-chose. Vous-même, vous savez. Si on vous dit que pour 100 000, vous pouvez être dans un groupe de gens qui parlent autant d'investissement à la BRVM que du dernier Congosa autour de MLOS, est-ce que c'est pas intéressant? Vous-même, faut voir. Ça vaut le coup. Et surtout, ce que je pense qui est important, c'est que vous ne vous préoccupez pas trop de quel est l'intérêt immédiatement. La question, c'est est-ce que pour 100 000, si vous pouviez avoir l'occasion de parler plus souvent à Kayi et à moi, de ce que vous pensez de l'actualité, de ce que vous voulez, est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que oui. Donc, vous cliquez dans le lien, vous mettez la CB et rendez-vous dans le groupe Telegram. Shalom. Salam. Salut. Bienvenue dans ce nouvel épisode. La fin d'année approche. Ah gars, épisode 60 mon gars. Et, ah ouais, mine de rien. Tu sais que ouais, on calcule même plus. Ah, mine de rien. D'ailleurs, peut-être dévoiler le petit débat qu'on a en interne. Oui. Voilà, c'est Moulay. Départagez-nous. Moulay, qui fait du Putaclic, Moulay. les gars. Non, c'est pas ça dont je veux parler. Moi, je veux parler du fait que Moulay ne veut plus qu'on mette les numéros des épisodes. J'ai dit, on les décale. On les met à la fin. À la fin. Voilà. Ouais. Non, tu étais d'abord à éliminer. Tu voulais les enlever, tu vois plus l'intérêt. J'ai dit, je vois plus l'intérêt parce qu'on sait qu'on va faire 100. Mais l'intérêt, c'est... Enfin, en fait, je ne sais même pas comment lui expliquer. C'est social proof, on a commencé ça, 1, 2, 3, 4. Il faut que les gens voient. Non, en fait, je conçois le social proof. Mais ce que je dis, c'est que je réfléchis en termes de Google SEO. Là, on perd du sérieux visual real estate, tu vois. On perd 5-6 caractères avec épisode quelque chose. Oh non, c'est juste épisode 60, c'est bon, 4 caractères. Ouais, mais moi, il y a l'espace au milieu. Ce que j'allais dire, c'est que ça fait 5. Donc, dites-nous en commentaire. Si vous pensez qu'on peut mettre... Mais comme Steven Bartlett, comme les grands. Tu vois, ils mettent à la fin, épisode temps. T'es sûr? Ouais, ils font tous maintenant. Tous après. Je regarde, t'inquiète pas, j'ai un petit benchmark. Pour moi, c'est important. Non, on va laisser jusqu'au bout. On a dit 100. Il faut que les gens voient. Même quand ils cliquent pas, il faut qu'ils voient le chiffre. Tu vois, 60, ça fait plus d'1 an chaque dimanche. J'avoue, ça fait plus d'1 an qu'on est là chaque semaine. Donc, c'est le moment où on dit aux gens 2 choses. Premièrement, j'en ai assez que vous regardiez ce contenu, que vous l'écoutiez et que vous ne soyez pas abonné. Parce qu'on a les stats, les gars. On a les stats. On sait que beaucoup regardent. Il y a beaucoup de touristes. Voilà. Ça veut dire quoi? Vous venez, en plus des touristes qui viennent régulièrement. Les gars, c'est gratuit. Les go aussi, hein. C'est pas comme si on vous parle pas aussi. Abonnez-vous. C'est gratuit, la vraiment. Cloche. Et surtout, je pense que les gens ne comprennent pas pourquoi ils devraient le faire, je pense. Bon, bien sûr, c'est parce qu'ils seront au courant des nouveaux épisodes, certes, mais le plus important pour nous, c'est que c'est un message fort que ça envoie. Quand on essaye d'avoir des invités, quand on essaye de mettre des choses en place, l'année prochaine, 2024, on va faire beaucoup de choses, on est très souvent jugé au nombre d'abonnés qu'on a. Et vous nous connaissez suffisamment pour savoir que on mise pas tout sur le nombre d'abonnés, mais
c'est comme ça que le game est. Exactement. On est jugé là-dessus, on regarde, voilà, quand on veut avoir un tel ou tel invité, il regarde quand même l'audience qu'on a, il regarde le nombre de commentaires qu'on a. Donc voilà, si vous êtes juste de passage, si vous venez régulièrement, appuyez sur abonner, c'est gratuit. C'est gratuit et moi je pense que même si vous n'avez aimé qu'un épisode, abonnez-vous parce que comme ça vous pourrez voir les prochains. Si ça vous intéresse ou pas, vous ne regardez pas. Moi, les chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, c'est juste pour être au courant. Quand l'épisode vient, je peux ne pas regarder si ça ne m'intéresse pas, mais vous abonner aide énormément et c'est le seul truc qu'on vous demande en retour. Nous, on donne beaucoup, on prend notre temps, on prend beaucoup d'énergie à préparer tous ces sujets. Maintenant, s'il vous plaît, donnez-nous un abonnement, c'est cadeau. Vous aussi, on va demander l'argent après, mais ça, c'est le sujet de la tribu. Donc, on arrive au deuxième point, qui est on vous annonce en exclusivité. Rendez-vous le 27 décembre à 18h, heure de Paris, où on va faire un épisode live spécial avec les membres de la tribu. Donc, si vous voulez pouvoir participer, poser vos questions, échanger, abonnez-vous d'ici là. Mais vous nous demandez qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode spécial. Kaïli, ça va être le feu. Ça va être le feu. Kaïli a un concept génial qu'il nous a proposé encore. Bon, on va d'abord commencer en discutant et en faisant le point de la tribu. Je pense que c'est important. On a énormément de questions sur mais votre histoire de Telegram, qu'est-ce que c'est, tout ça. Donc, c'est expliqué. On a des petites surprises justement qu'on va dévoiler dans cet esprit-là. Et ensuite, ce qui sera intéressant, c'est qu'on va faire ensemble. On va lancer ensemble le concept que vous attendez tous. On sait que vous êtes passionnés de Congossa Business. Congossa. Et on va ensemble, voilà, comme c'est la fin de l'année, regarder tous les Congossa Business de l'année. Exactement. Et on va faire un classement. Un top 10. On va faire un top 10. Donc, vous nous direz, il y aura différentes histoires, différentes menées. Ça peut être aux États-Unis, en Afrique. Exactement. Peu importe. Et en fait, l'idée, c'est que dans la bonne humeur, parce que ça va forcément nous faire rire, mais qu'on voit en fait ce qui retient l'attention des gens. Ça, c'est un. Et deux, l'idée, ce sera aussi de derrière voir quelle est la leçon business qu'on peut tirer de ça. Et on veut absolument que ça soit participatif. Ouais. Parce que c'est là que ce sera intéressant. Et qu'on voit qui sont les vrais chercheurs, qui sont les vrais passionnés du better business. Parce que c'est comme ça qu'ils disent ici, les better. Mais ça va être la même chose. Ceux qui vont nous sortir, OK, cette année, il y a eu tel événement. Comme tu dis, de quoi on a parlé le plus, mais qu'est-ce qui a été le plus aussi utile et de quoi on peut apprendre le plus. Et c'est une façon de revenir parce que vous êtes nombreux à déplorer qu'on a abandonné un peu. On avait toujours une rubrique Actu au départ, mais les épisodes étaient tellement longs qu'on ne l'a pas fait. Donc, on va parler un peu de l'actu qui nous a marqué cette année. Donc, soyez nombreux, mercredi 27 exact. À 18h de Paris. Donc, ça fait 17h GMT. C'est ça, exactement. Et 17h GMT. Il n'y a que les gens qui sont abonnés à la tribu qui pourront participer, monter sur scène. Vous pourrez assister et poser vos questions en live aussi. Mais les gens de la tribu participeront. Parce qu'une chose qu'il faut qu'Akaï vous dit pas, c'est que dans la tribu, ils font ça sérieusement. Je ne sais pas si vous avez vu, on a même une gazette qui est un peu un cheat code. Si les gens veulent savoir un peu de quoi on a parlé toute l'année, lisez les gazettes. Il y en a eu beaucoup, plus d'une dizaine, qui ont été faites chaque semaine. Elles sont toutes sur Instagram. Voilà, Instagram, tout y est. Donc voilà, mercredi 27. Voilà, mettez-vous sur votre 31. Voilà, on finit l'année en beauté, ensemble. C'est ça. On parle Congossa et business, toujours. Mais du coup, ouais, dans le même esprit, cet épisode est un peu Congossa business quand même. Bah oui, on va donner un avant-goût. Ouais. C'est vrai qu'on voulait commencer cet épisode avec l'actu, mais je voulais juste, parce que les gens vont voir dans le titre, là, gouvernance. Exact. Peut-être qu'on définisse. Ouf. Qu'on définisse, parce que ça peut être un gros terme. Ouais. On peut y mettre beaucoup de choses. Ouais. Et si tu devais le définir de façon simple, qu'est-ce que tu dirais? Alors, moi, j'ai toujours la façon officielle et officieuse. C'est-à-dire que officieuse, qui retient l'attention des gens, la gouvernance, c'est comment vous gérez les pouvoirs au sein de la société, notamment qui peut virer qui est dépendant de qui a le contrôle sur qui. Ça, c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs regardent de l'extérieur et c'est ce qui cristallise toutes les tensions. Mais ce que moi, j'aimerais que les gens retiennent, c'est qu'en fait, officiellement, la gouvernance, c'est l'art de faire converger les intérêts. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est que le pouvoir, en fait, est un reflet des intérêts. Mais ce que les gens ne voient pas aussi derrière, c'est que la gouvernance, c'est aussi comment on balance les situations et les responsabilités de chacun. C'est ça. Et moi, ce que j'ajouterais, c'est que, normalement, donc, du coup, quand on parle d'une bonne gouvernance, c'est qu'on a en tête, quand on met en place des actions, l'intérêt de l'institution.
Exactement. La boîte, la société, et tu as tout à fait raison, la société prime sur les différents parties prenantes. Parce que quand on dit que, du coup, on essaye de faire converger les intérêts, c'est parce qu'on se dit que si on arrive à converger les intérêts, ce sera plus simple après de travailler pour la gouvernance, pour la bonne gouvernance globale. C'est pour ça qu'on entend beaucoup, il y a beaucoup d'ONG, d'associations sur l'analyse de la bonne gouvernance, surtout au niveau des États. Des États, beaucoup d'outils. Enfin, c'est une vraie science, en fait. Non, c'est une vraie science. Il y a énormément de littérature dessus, mais ça reste aussi quelque chose de très pragmatique et un peu art, parce que c'est toujours une question en l'occurrence. Tu ne peux pas faire de la gouvernance théorique. Tu ne peux pas dire ça doit être systématiquement comme ça. Tu as les bonnes pratiques et après, tu as les risques et tu as les besoins de chacune des sociétés. Mais ce qui est super important, ce que tu dis, c'est qu'aussi en tant qu'entrepreneur, nous, le message qu'on essaie toujours de donner aux gens, c'est qu'il faut distinguer la boîte de vous. Et souvent, les entrepreneurs font la confusion. Et c'est aussi pour ça que ça déferle autant les passions quand un CEO ou un dirigeant se fait sortir de sa boîte. C'est ça. C'est qu'en fait, cette distinction, c'est super important de la faire parce que c'est l'erreur la plus commune dans la gouvernance. Parce que si on fait cette confusion, ça veut dire que tu gères ta boîte comme si tu gérais ta vie. Exactement. Tu vois, ou comme si tu gérais ta maison, en fait. Et là, ça peut être dangereux. C'est hyper dangereux, comme dit ton mentor, comme Mobutu, quoi. Quand tu gères le truc comme c'est à toi. Mais le pire, c'est qu'il y aura plein de fois, et les entrepreneurs ont du mal à le voir, mais ça arrivera très souvent que l'intérêt de la boîte ne soit pas ton intérêt en tant que personne. Exactement. C'est là, en fait, que les choses sérieuses... Les choses sérieuses se passent. Oui, exactement. Et c'est là où c'est très dur pour un entrepreneur de le reconnaître d'abord et ensuite d'accepter qu'il y ait des contrôles en place pour que le jour où ça arrive, il soit seul. Et c'est pour ça que nos gouvernances sont à partir de les différentes parties prenantes. Donc, ça va de tes associés. Et ça, il y a eu plein d'histoires, notamment, pour la petite histoire, les gens ont dû voir dans l'actu, j'aime bien qu'on écho le fait que Oussama a été condamné de The Family. Par les îles Caïmans, pour le moment. Pour le moment. Mais c'est déjà une première condamnation. Juste il faut que les gens parlent. Parce que ça, c'est un exemple typique de truc où je trouve qu'on en parle beaucoup moins que quand les gens se font sortir. Les conséquences juridiques sont beaucoup moins discutées que le drama du moment. Tu vois, le côté Congossa, quand The Family l'a accusé, tout le monde en parlait. Quand la justice commence à donner des verdicts, il n'y a plus personne. Oui, non, ce qui fait les gros titres, c'est quand les gens partent. Mais d'ailleurs, pour illustrer gouvernance, je pense qu'on voulait partir d'exemples marquants, justement, de l'histoire. Qui ont marqué... même, enfin, on parle d'histoire, mais même récemment avec OpenAI. OpenAI, c'est vrai que c'est ça qui nous a amené là. Tu disais que dans la street, on t'arrêtait régulièrement pour te demander ton avis. Exactement. Mais déjà dans le groupe Telegram, notre cher Bold, l'homme des stats, lui aussi est venu demander que je fasse une analyse dessus. Et c'est vrai qu'il va dans les événements avec un nœud papillon. Exactement, le beau gosse. Donc du coup, le point principal sur OpenAI, pour ceux qui ne sont pas au courant un peu, que je vous donne un peu de contexte. Donc OpenAI est probablement la startup de l'année 2023. Fondateur de ChatGPT. Exactement, que vous connaissez tous maintenant comme étant l'incarnation de l'intelligence artificielle. Donc la première société à avoir fait de zéro à... Mais d'ailleurs, est-ce que c'est une société ? Très bon point. Tu poses une très bonne question. Alors, déjà, le premier point de gouvernance que je pense que beaucoup de gens négligent, c'est qu'il y a une société, mais qui est gérée par une association. Waouh. C'est une structure qui a pour but de fonctionner en tant que société, donc il y a des revenus et des coûts, mais qui est gérée par une association parce que la mission qu'ils ont choisi d'avoir est une mission altruiste. C'est de mettre l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Donc c'était la vision dès le départ. Et c'est un autre truc qui a créé beaucoup de problèmes de gouvernance, c'est que c'est aussi l'une des raisons pour laquelle le fondateur le plus connu, Sam Altman, mais il y en a d'autres, le plus connu, Sam Altman, il est connu parce que c'est lui qui était le dirigeant de Y Combinator avant. Y Combinator, l'accélérateur qui a tous les Airbnb, tous les gaillards là. Lui, il n'a pas de part dans la boîte. Il n'est pas actionnaire. Il est dans l'association. Oui. Il est dirigeant de l'association. Voilà, mais il n'est pas actionnaire. Mais la boîte qu'il a créée. Lui et ses associateurs, mais il n'est pas actionnaire. Tu peux créer une boîte sans être actionnaire. Tu peux créer une boîte toi-même et tu mets qui en actionnaire ? Les autres ? Parce qu'il disait qu'il a assez d'argent, il n'a pas besoin d'argent. Ah, d'accord. Ok, il y avait les autres quand même. D'accord. Okay. Et du coup, ça... Mais d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'au début de l'aventure, il y a Elon Musk. Exactement. Lui, oui, il est dans gars, tu vois, tu sors les bons bails là. Il est dans tous les bons coups. Mais à un moment, c'est pas pour rien qu'il est qui il est.
Donc le gars, Tesla, fusée SpaceX. Mais parce que ça a toujours été un sujet qui lui l'intéressait énormément. Et justement, c'est intéressant que tu évoques ça parce que l'une des raisons pour laquelle il n'était pas et l'une des raisons qui a amené le problème qu'il y a eu chez OpenAI. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce qui nous amène à en parler de ça, c'est qu'OpenAI a sorti Sam Altman, le dirigeant. Ouais. Mais au départ, il voulait virer que lui. Il voulait pas virer tout le management. Déjà, il faut très souvent faire attention en gouvernance. Quand vous voyez qu'on licence une personne et pas tout le management, c'est pas la même chose. Alors, pour qu'on suit, je vais me faire la voix du peuple. Vas-y. OpenAI qui sort son dirigeant. C'est le board de l'association qui l'a sorti. Voilà. Mais ce board-là, qui a dedans il sort, ouais. Il y avait, alors... L'idée, c'est de... Tu parlais du pouvoir tout à l'heure, c'est que je pense que dans la gouvernance, c'est de savoir déjà où est le pouvoir. Exactement. Donc, dans chaque entreprise, quand on veut analyser la gouvernance, où se situe le pouvoir? Exactement. Où se situe... Alors, il y a deux notions de pouvoir que beaucoup de gens confondent. Tu as le pouvoir économique, qui est donc les droits économiques que les gens ont par leur investissement. Ouais. Et après, tu as le pouvoir décisionnaire. Ouais, de vote. Qui sont pas les mêmes. Par exemple, moi, je peux dire en toute transparence, beaucoup de fondateurs de start-up, en fait... On n'a pas le pouvoir économique parce qu'on n'est plus actionnaire majoritaire de la société, mais on a encore le pouvoir décisionnaire parce qu'on est majoritaire au board. C'est le cas de Zuckerberg aussi. C'est le cas de Zuckerberg, qui lui n'a plus le pouvoir économique, mais il a le pouvoir décisionnaire. Mais c'est très rare. Par contre, je tiens à préciser qu'il ne faut pas que les gens croient qu'on dit ça genre en mode c'est la règle. Je ne veux pas que le conseil qu'on donne aux gens, c'est soyez majoritaire au board. Ce n'est pas toujours le cas. Quand tu t'appelles Zuckerberg, tu peux te permettre. Mais en général, c'est une fonction de deux choses que les gens négligent. Un, il faut... C'est comme tout, d'ailleurs, je vais même dire plus simplement. La position que tu as dans la vie en termes de pouvoir et de décision est une fonction du jeu de pouvoir que tu as au moment où tu lèves de l'argent. Si les gens qui rentrent et qui investissent chez toi à ce moment-là te font plus confiance et ont plus d'intérêt à te laisser diriger que la compétition, là, tu peux rester au board. Mais si jamais tu ne t'appelles pas Mark Zuckerberg et que ta boîte, tu lèves de l'argent alors que tu as des chiffres pas terribles, tu as beaucoup moins de leverage. Ouais. Donc, tout est un jeu de levier, en fait. C'est dans une égo, et c'est une égo, attention, les places au board, tu peux avoir quelqu'un qui te dit « Moi, j'ai investi, mais je veux absolument une place au board. » Ou « Moi, j'ai investi. Je veux avoir un pouvoir de décision. » Exactement. Mais en fait, ce que ça reflète, et c'est là où c'est intéressant ce que tu disais, c'est que le pouvoir, et ce que je disais tout à l'heure, c'est un reflet de l'intérêt. Si les gens veulent une place au board, c'est pas... Les investisseurs, les gens les voient comme étant des fois en mode, ils veulent juste le pouvoir. Mais c'est pas ça. Souvent, ils font ça parce qu'ils ont vu des dérives. Ouais. Notamment en Afrique, là, je ne sais pas si tu as vu, il y a une start-up il n'y a pas longtemps, Dash, qui est morte au Ghana. D'accord. Qui est morte. Et on a découvert quand c'est mort que le fondateur s'était payé 80 000 € de salaire. Ah oui, ça oui, on en a parlé dans le groupe Telegram. Ouais. Tu vois, c'est abusif ça. Et ça, c'est le board n'a pas fait son boulot. Ils n'ont pas vu venir. Et ils n'ont pas contrôlé. Parce que normalement, même moi, ma rémunération dans la boîte est validée par le board. Mais c'est un truc qu'on m'a demandé, que j'ai dû accepter. Et tu as certains founders qui refusent ça. Et c'est un signal que tu envoies. C'est pour dire, je ne vous fais pas confiance sur décider de ma paye. Et c'est dangereux parce que moi, par exemple, je sais que même maintenant, quand je lève des fonds, c'est l'une des premières questions qu'on me pose. Ta rémunération, qui la décide? Moi, je dis non, il n'y a pas de souci. Moi, c'est le board, mes investisseurs qui la valident dans le cadre du budget. Ils ont un veto sur mon salaire. Mais ça... Dans le cas d'OpenAI, ce qui s'est passé, et juste pour revenir dans le cas, c'est qu'eux, ils ont créé un board avec des gens qui n'étaient pas des gens du domaine. C'est-à-dire qu'ils ont pris une dame qui était dans une... Pas du domaine de l'intelligence artificielle ou de la finance De la finance, pas des investisseurs. Ok. Donc, tu vois, un truc que les gens négligent, les gens parlent beaucoup de Microsoft au milieu de tout ça. Ouais, Microsoft n'était pas actionnaire, n'était pas membre du board. Ok, mais... Pour qu'on aille dans l'ordre, on va parler du rôle de Microsoft après, mais dans le board là. Dans le board. C'est-à-dire ces gens qui ont dit aux fondateurs, tu bouges. Ouais, qui sont ces gens-là? Parce que tu es en train de dire que c'est des gens... En fait, on a choisi, tu as Ilaya qui était, donc si je me souviens son bon, c'est quelqu'un qui était affilié à Microsoft, mais qui est plus quelqu'un qui est un expert. Ok, donc ça reste des gens de la tech. Ça reste des gens de la tech, mais par exemple, pas des investisseurs. Pas des investisseurs. Et tu avais une autre dame qui était la responsable de Penn, c'est une universitaire. De l'université qui est passionné par le sujet. Donc, ils ont créé ce board, on va dire, c'était plus un advisory board alors? Non, c'est un decision board qu'ils l'ont viré. Les advisory boards, ce qui distingue un advisory board d'un strategic board, c'est qu'un advisory board ne peut que conseiller. Si tu fais pas ce qu'ils disent, tant pis. Oui, ça c'est ce que... Tu peux les prendre, il y a plein d'entrepreneurs qui ont d'ailleurs des boards différents. Oui, bien sûr. Un board advisory juste pour la stratégie et un board décisionnaire. Ouais. Et en général, le board décisionnaire a une appétence forcément plus...
pas forcément budgétaire, mais en tout cas sur la priorité de la boîte. Si la priorité est être profitable ou faire de l'argent, c'est des gens qui sont très souvent financiers. Si la priorité est lever des fonds, c'est souvent des investisseurs. Si la priorité est, comme OpenAI, le bien de l'humanité, on essaye de prendre des gens qu'on pense qui ont une éthique plus forte que même les gens dans la société. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils se disent tu bouges? Bon, il y a eu plein de rumeurs là-dessus, mais grosso modo, les dernières news qu'on a, là, j'ai vu un article là, de Business Insider qui dit qu'en fait, beaucoup de gens reprochent à Sam Altman d'être très manipulateur et un peu, parce que le problème d'OpenAI aussi, c'est qu'il y a des grosses notions d'argent derrière où les gens lui reprochent de favoriser ses propres intérêts. Par exemple, que la boîte qui est prise pour faire, je sais pas, je crois que c'est pas leur calcul ou leur hébergement, je sais plus lequel des deux, est une boîte dans laquelle il est investisseur lui. Ouais, mais en même temps, lui, il est dans plusieurs trucs. De 1, exactement. Et de 2, tu as bien dit qu'il a pris soin de ne pas se mettre actionnaire. Donc, il n'a pas... Enfin, oui, ces boîtes ont... Là, il a un intérêt. Et en fait, c'est le conflit d'intérêts que les gens lui reprochent. Et d'ailleurs, pour info... Ça, c'est une des théories. Oui, mais le problème, c'est que c'est un truc qu'on lui a déjà reproché quand on était chez Y Combinator. D'accord. On lui avait déjà reproché ça. Et c'est là où je veux faire comprendre aux gens... C'est House of Cards, l'autre. C'est House of Cards, exactement. Mais il faut que les gens comprennent aussi un truc qui est important dans la gouvernance, c'est que ce n'est pas juste le fait de l'action que tu as maintenant. La réputation, on en parle beaucoup de la réputation. Ouais, d'accord. Joue aussi dans la gouvernance. Tu sais, on en a parlé dans l'épisode des 7 péchés capitaux sur la luxure en disant qu'il y a une clause de moralité. Ouais, bien sûr. Si on t'attrape en train de battre une femme ou de voler ou, je sais pas, de faire quelque chose d'illégal ou immoral, on peut te virer à cause de ça. Et on peut surtout aussi... aux États-Unis. Surtout aux États-Unis. Et on peut même te retirer de la valeur de tes parts. C'est ce qu'on appelle un bad lever pour clause de moralité. Tu perds vraiment littéralement de l'argent. D'accord. Et ça, je pense que, en fait, l'histoire de Sam Altman, moi, ce que je trouvais hyper intéressant là-dedans, qui peut aussi beaucoup servir aux entrepreneurs, c'est que faites attention aux réputations que vous laissez dans les boîtes dans lesquelles vous êtes avant. Même en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur dans des presses. Tu vois, les entrepreneurs en Afrique, j'ai l'impression souvent, ils font plusieurs boîtes et ils ont l'impression qu'en gros, chaque boîte, c'est un nouveau départ. Ouais. Et ils oublient que des fois, les gens vont se dire, dans cette boîte, on a su qu'ils ne payaient pas les gens. Et le jour où on t'accuse dans la nouvelle boîte de ne pas le faire, tout le monde va croire. Ou pire, dans ton Sam Altman, c'était quand même dans son cercle, dans son board. Si ils ont le sentiment que tu privilégies tes intérêts à l'intérêt de la boîte, si par le passé, ils ont déjà eu l'impression que tu l'as fait, ils vont plus vite agir. Ouais. Et ils vont agir peut-être plus violemment. C'est d'ailleurs tout le problème de l'histoire, c'est qu'ils sont allés vite. Oui, après, ce qui est particulier aux États-Unis ou même en France, c'est la presse. Exact. C'est-à-dire que ici, les gens passent, sur le continent, les gens passent quand même entre les mailles du filet du fait que on sait, mais en fait, c'est jamais public. C'est jamais public. C'est-à-dire, tu sais qu'un tel a fait ci, ça, mais c'est pas... Alors que c'est carrément dans la presse. C'est écrit. Tu vois, même tu peux être une petite start-up, si tu fais un truc immoral, tu peux avoir des articles et ce genre de choses. C'est clair, et c'est là où le pouvoir de la presse aussi est important. Parce que tu vois, au Nigeria, dont je t'ai parlé, Dash, il y a une autre start-up, la Payday, où le fondateur se payait $15 000 par mois, et la boîte n'arrivait pas à payer les autres salariés. Et donc, quand c'est arrivé, dans la presse, ils l'ont dit. Et le gars a dû s'excuser publiquement en disant non, mais en fait, j'ai aussi pas payé les salaires. Il y a eu la même histoire avec celle qui était en Angleterre, là, dont on a parlé dans le groupe Telegram, qui faisait un truc de livraison de produits ethniques. Oju, OU. Ok. Il y a une autre start-up aux États-Unis cette année, non, en Angleterre cette année, qui était tenue par une Nigériane, qui a fait faillite après avoir levé 2 millions. Et on a découvert que la founder se payait, je sais pas, des dizaines de milliers d'euros par mois. Ouais. Mais il y a aussi eu la jeune dame qui travaille avec la diaspora pour faire des bâtiments. Oui, la Nawili. Pareil, du coup, les gens, ils se disent OK, mon projet, il n'est pas livré. Et puis derrière, elle a fait un post où elle vit sa belle vie. Elle vit sa belle vie. Et donc, direct, les gens font lien. On ne dit pas qu'elle a tort ou raison, mais c'est vrai que... Maintenant, c'est vrai que je vais peut-être rectifier un tout petit peu. C'est vrai que nous, on n'a pas les médias comme Wall Street ou TechCrunch qui, tu vois. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, maintenant,
tu peux te mettre dans les problèmes. Le tribunal populaire peut être exactement très plus violent que les médias. Et des choses qui ne sont même pas factuelles. Autant encore la justice et les médias, des fois, ils te demandent quand même... ils sont semblés faire une petite enquête. Voilà. Ils te demandent est-ce que tu veux réagir. Exactement. Mais le tribunal populaire... Les réseaux sociaux, là, c'est la street. Mais tu as raison de donner cet exemple en plus parce que c'est un autre exemple de... Je connais plein d'entrepreneurs qui, du coup, maintenant, oui, même leurs réseaux sociaux, ils font attention à ce que tu mets dessus. Tu vois, tu peux pas mettre tout. Parce que demain, et ça me fait trop rire, dans le groupe Telegram, vous voyez là, on parle beaucoup de tous ces trucs dont on parle dans le groupe Telegram. C'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut vous abonner. Ce n'est que 150 € l'année. L'année. Vous payez 100 000 francs CFA une fois et pendant 1 an, vous êtes au fait de l'actu en direct avec nous. Franchement. Voilà, c'est quand même grave que j'en paye pas. Mais bon, c'est trop moins cher. C'est trop moins cher. Mais ça peut changer, t'inquiète pas. Laissons-les continuer à hésiter. C'est vrai que 2024, il faut un peu du changement. Il faut qu'on réfléchisse. Laissons-les d'abord. Venez, dépêchez-vous en tout cas. En tout cas, la canne ne va pas trouver avec ce prix. Oh, la pression. Et donc, du coup, c'est intéressant que tu dis ça parce que dans le groupe Telegram, tu vois, on en parle quand même souvent et c'est intéressant. Sarah, par exemple, souvent, elle dit que moi, ça me choquerait que je te donne de l'argent et après, je te vois à Sini zouker dans mon argent. Ouais. Et cette expression, tu vois, elle est très représentative de la gouvernance. Les gens le voient comme étant quelque chose qui est juste purement juridique. Mais en fait, en tant qu'entrepreneur, tu te protèges de ça aussi. C'est quand tu délègues des choses. Moi, par exemple, le fait que j'ai accepté que nos contrats soient validés par nos investisseurs, nos salaires, c'est aussi pour que justement, on n'ait pas cette remarque à me faire. C'est que quand quelqu'un vient me voir demain, un investisseur comme la presse, comme truc, si demain je loue une Tesla pour aller au mariage de mon pote, si on me demande, ouais, tu bouffes l'argent de la boîte. Comme ce fut le cas. Mais tu noteras que je ne l'ai pas. T'es un bon, putain. Mais tu noteras que je ne l'ai pas mis sur les internets. Je dirais. Voilà, c'est pas sur internet. Mais on t'a pas empêché. Non, mais on a une réflexion sur le sujet. Voilà. Et c'est pour comprendre, en tant qu'entrepreneur, tu es obligé de te poser ces questions-là. En fait, tu peux pas dire que... Mais ce qui me protège même, qui me permet de faire ça, c'est que je sais que les dépenses, tout chez nous est contrôlé. Tu sais que ton écosystème, il faut savoir, tu as eu des due diligence, voilà. Tout le monde sait que sur ce côté-là, en fait... C'est géré. C'est pas Mobutu. C'est pas Mobutu, c'est pas de la... Mais le problème, c'est beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas... Il y a des gens qui ont levé plus que moi, qui n'ont pas ce niveau de contrôle. Moi, je connais des gars qui ont levé plus, leur board ne contrôle pas leur salaire. Ouais, donc moralité, vaut mieux demander même aux gens qui composent la gouvernance d'être dans le contrôle. D'être dans le contrôle. Et c'est un conseil que je donne qui peut paraître choquant pour un entrepreneur africain, lui dire donne le contrôle aux autres. T'en as plein qui direct sont pas bien. Pourquoi je ferais ça? Mais parce que ça te protège. Parce que demain, tu es un être humain, tu peux être faillible. Sam Altman, là, on saura jamais si jamais oui ou non il avait déconné en ne prévenant pas avant son board sur l'utilisation de l'AI. Parce qu'après, les vrais techos de l'AI, donc je suis dans le groupe Tech République, au passage, petit plug pour Tech République, si vous voulez rentrer dans le détail de ces sujets, Tech, AI, il y a le groupe Tech République en Côte d'Ivoire qui est très bien pour ça. Ils ont parlé en détail en fait, il y a un vrai risque sur oui ou non l'AI va être à un moment dans la situation où on ne contrôle plus rien et c'est pas dans notre intérêt. Ils ont des façons très particulières d'appeler ça que moi j'avoue je retiens pas parce que je m'en fiche un peu, mais c'est des sujets opérationnels. Là, on parle vraiment du cœur du métier. On a fait une association pour gérer OpenAI plutôt qu'une société parce que on voulait faire attention à cette notion-là. On ne voulait pas que ce soit le profit qui dirige qu'est-ce qu'on fait avec ce produit. Avec les chats GPT et tout Exactement. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que c'est important que le board, si le board en va à virer Sam Altman... Ouais, mais ils sont pas... Enfin, je veux bien que tu aies une vision comme ça, mais quand tu sais très bien que ça va dériver. Si l'outil... Tu veux créer l'outil le plus puissant d'intelligence artificielle, tu ne peux pas espérer que ça reste un outil sans dérive. Après, c'est toujours le gros problème. C'est presque hypocrite. C'est un sujet d'idéaliste. Tu vois, c'est pourquoi Elon Musk a quitté la boîte aussi pour des sujets similaires. Parce qu'il y a une vraie question de conviction derrière. Oui. C'est vraiment ça. C'est même plus... Tu sais, c'est plus... Je ne pense pas que ce soit des logiques. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, il y a les bonnes pratiques et après, il y a le cas pratique. Là, dans le cas pratique, ils ont essayé de faire avec cette notion. Mais d'ailleurs, OpenAI, pour ceux qui n'ont pas suivi, tout ça maintenant, c'est à la poubelle. Parce que bon, le moment où ils ont annoncé ça, je crois on était jeudi ou vendredi, dans le week-end, tonton Satya, le boss de Microsoft, il a repris les choses en main. Et les gens demandent, mais comment Microsoft, quel rapport avec Microsoft là-dedans?
Microsoft a d'une part investi dans la société, mais surtout, Microsoft est le plus gros fournisseur de leur calcul, de leur computing. Oui, mais c'est là où je suis un peu perdu. Parce que Microsoft a investi dans la société qui est au-dessus de l'association. Qui est en dessous de l'association. L'association est gérée par l'association qui gère la société. L'association gère la société, ouais. OK. Donc, comment est-ce que, à partir du moment où tu as une vision idéaliste, tu laisses un investisseur comme Microsoft rentrer dans la cour Parce qu'ils ont là, le pouvoir économique, pas le pouvoir de décision. C'est ce qu'on dit. OK, donc on dit, on prend ton argent, mais par contre... Tu nous laisses décider ce qu'on fait. Tu nous laisses décider. Sauf que, OK, derrière, ce qui s'est passé à partir de cet investissement, on a vu que les versions payantes de ChatGPT, etc., c'était sous Microsoft. On a vu que tout ce qui est Outlook, etc., intègre... Donc, c'était vraiment au profit de Microsoft. Oui, parce que Microsoft veut utiliser la société. Mais c'est dans l'intérêt aussi d'OpenAI parce que ça déploie complètement la solution et l'intègre. Mais il y a toujours le danger qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit complètement... uniquement drivé par le profit. Franchement, il faut, si vous voulez, on mettra le lien il y a quelques super threads Twitter où il y a des profonds débats théologiques là-dessus. Limite philosophique pour moi. C'est limite théologique comme si on parlait de Dieu. Parce qu'il y a un vrai sujet fondamental sur jusqu'où on veut aller là-dessus. Et donc, ce qui se passe, c'est Qui est on, surtout. Qui quoi? Qui est on? Qui est on, c'est les différentes parties prenantes. Parce que les parties prenantes de ChatGPT ou d'OpenAI, oui, tu as les investisseurs, c'est une chose. Mais là, quand ils ont mis le board tel qu'ils l'ont fait, ils ont voulu mettre comme personne qui compte le public. Mais ils n'ont pas voté pour. À un moment, Sam Altman, il avait dit à terme, il voudrait que ce soit comme un gouvernement. Que les gens votent pour savoir qui sera au board d'OpenAI. C'est ce qu'il avait dit à terme. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est ça sa vision, pour te dire vers où il va. Le problème de ça, c'est qu'avant d'en arriver là, il y a des étapes intermédiaires. Et ce que je répète que les gens négligent, c'est qu'il y a une vraie question de confiance. En fait, la monnaie que tu échanges en tant qu'entrepreneur, beaucoup plus que l'argent, c'est la confiance. C'est pour ça que la réputation compte autant. Donc, du coup, on se retrouve dans une situation où il vire, c'était le vendredi. Voilà, il vire Sam. Il vire Sam le vendredi. Et il voulait mettre sa numéro 2, la CTO, comme remplaçante. Là, déjà, il y a une fronde, puisqu'il y a plein de gens, toutes les équipes qui disent non, on veut garder notre boss. En fait, au début, c'était juste son cofondateur qui a dit moi aussi, je me barre, Greg. Si lui, il part, moi, je pars. Voilà. OK. Sauf que la CTO qu'ils ont voulu remplacer là, elle aussi, et tout ça s'est fait sur Twitter. Les gars ont coordonné entre eux et après sur Twitter, ils ont commencé à s'encourager entre eux en mode si c'est comme ça, moi je pars aussi. Et donc je crois que d'ici samedi, je sais même plus c'est quoi la timeline, mais avant samedi, limite on pourrait faire une freeze des 48 heures, 72 heures là. Mais avant le samedi, les employés d'OpenAI ont commencé à dire aussi qu'ils se barrent. Et ils ont fait une lettre. Ouais, ça on a vu. Où ils signent tous quasiment pour dire s'ils partent, nous on part. Donc posez-vous la question, les entrepreneurs là, est-ce que si on vous vire vos employés, vous vous soutenir comme ça? Et là, on rentre dans un deuxième point de la gouvernance qui est un très très gros composant de ta gouvernance, c'est tes salariés. Et c'est la même chose, comme je dis souvent, encore je répète, en entrepreneuriat, ta monnaie c'est ta confiance. Mais pas seulement la confiance des investisseurs, mais aussi la confiance de tes salariés. Parce qu'à la fin de la journée, c'est comme les entrepreneurs que je ne citerai pas, qui sont dans une situation où tes employés font grève. Et ça, c'est hyper grave en termes de gouvernance. Quand tu te retrouves dans la situation où toi, tu veux lancer une initiative, où tu veux faire des choses, et que tes salariés en bloc disent non, personne ne va te sauver. Il y a des entrepreneurs qui se sont fait sortir pour ça. Donc, il faut faire attention au fait que tes salariés, c'est pas juste béni oui. Et là, il y a encore la même question. Dans tout, c'est une question de leverage. Et le leverage qu'ont les salariés d'OpenAI, que malheureusement, je pense que beaucoup d'employés en Afrique n'ont pas, c'est l'employabilité. Oui, bien sûr. C'est qu'ils peuvent aller n'importe où. Exactement. Ouais. Et attention, dans le groupe Tech Republic qu'ils avaient mis, les gars d'OpenAI, je crois que les salaires moyens, c'est du 300-500 000 euros. Les gars gagnent un demi-million en tant que salariés. Donc leur grève, là, elle est vraiment basée sur les convictions. Elle est basée sur la conviction. Parce que si quelqu'un qui gagne un demi-million est capable de dire je démissionne, c'est parce qu'il est complètement confiant sur le fait qu'il aura la même situation ailleurs. D'ailleurs, Microsoft a fait une offre, je crois, dans les heures qui a suivi en disant d'ailleurs, Sam Altman et tous ces gens, s'ils veulent partir, nous, on leur fait une nouvelle boîte chez Microsoft. Tu te rends compte? C'est-à-dire que Microsoft, qui a mis de l'argent dans une boîte, dit si le gars qui a fait la boîte part, moi, je lui donne une autre boîte. OK.
Oui, ça j'ai vu. Donc ça c'est le CEO de Microsoft. Ouais. Donc il se dit Et qu'il l'a fait publiquement. Qu'est-ce qui se passe et là-bas? Pas discrètement. Donc en fait la guéguerre était vraiment entre le board et Sam Altman. Et Sam. Ouais. Et donc par extension l'équipe. Exactement. Okay. Et donc quand l'équipe et les investisseurs rentrent dans la danse, c'est là où tu comprends qu'en tant que gouvernance, tu as aussi des comptes à rendre à tes employés. Parce qu'il faut se dire, c'est-à-dire que les employés ont eu plus confiance en lui qu'ils ont eu confiance au board. Et ça, en tant que board, bon, c'est un truc que je pense que maintenant, beaucoup d'investisseurs, les investisseurs ont commencé à se rendre compte dans ce genre de truc, c'est qu'il faut qu'eux aussi aient un contact direct avec les salariés importants au moins. Parce que c'est pareil, ils ont viré Sam Altman et trucs par un Google Meet, sans le prévenir. Et juste une heure avant, ils ont appelé son numéro 2 pour lui dire tu vas prendre sa place. Tu fais pas ça. Game of Thrones nous a tous appris. Même pas un Teams, c'est un Google Meet. Un Teams, un Google Meet. Oui, c'est la défaite. Mais même Game of Thrones nous a appris. Tu ne fais pas un coup en vitesse. Tu sécurises tes assets. Mais oui, mais en même temps, tu viens de le dire, les gens qui composent le board d'OpenAI, c'est pas des investisseurs expérimentés. Exactement. Donc en fait, la manière dont ils ont mené le truc, c'est pas aussi clinique que des vrais pros. Ouais, des pros. Donc du coup, le boss de Microsoft a rappelé ça en mode qu'est-ce qui se passe? Moi, en tout cas, je te garde. Moi, en tout cas, t'es mon gars, voilà. S'ils te veulent plus là-bas, viens, on crée une autre société. On fait le truc. Tu fais ce que tu veux dans Microsoft, il a dit. Mais toi, je te garde. Toi, je te garde. Talent. Et ça, c'est l'autre, voilà. Là, tu as le dernier niveau de leverage aussi qu'ils ont, c'est le talent. Tu as l'employabilité qui est le leverage qui te permet d'aller n'importe où ailleurs, si là où tu es ne te convient pas. Mais le talent est le leverage qui fait qu'on te fera confiance pour savoir quoi faire. On va même pas te dire quoi faire. Contrairement à un salarié, on va te dire, toi, quel que soit ce que tu veux faire, je donne de l'argent. Et ça, c'est le niveau ultime qu'obtiennent. Sam, les gens font ça parce qu'il a déjà vendu des boîtes, parce qu'il a déjà eu du succès. Et c'est ça, en fait, quand on dit un entrepreneur à succès. Et c'est ça, normalement, maintenant, serial entrepreneur, c'est un peu balancé n'importe comment. Mais ça veut dire ça, en vrai. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui a déjà prouvé. Donc, on te fait confiance, quel que soit le truc, pour trouver qu'est-ce qu'il faut faire. Et là, ils se sont mis d'accord. Oui, ils se sont mis d'accord. Ils ont créé quoi, du coup? Finalement, rien. Parce que j'ai vu sur Twitter, ils ont fait annonce, c'est bon. Ouais, on va vous rejoindre. Ça, c'était samedi ou dimanche. Mais avant la fin de la journée, parce que l'autre problème, c'est qu'il faut voir un autre aspect de la gouvernance. C'est que Microsoft est actionnaire d'OpenAI. Oui, donc ils n'avaient pas d'intérêt non plus. Oui. Ouais, voilà. Mais Microsoft a des actionnaires, eux. Qui, eux aussi, n'aimaient pas ce bordel-là. Donc Microsoft, le danger pour Satya Nadella, le CEO de Microsoft, c'était pas seulement qu'ils perdent Sam Altman, c'est que ces investisseurs n'aient pas confiance sur qu'est-ce qui va sortir de cette histoire. C'est ça. Donc lui aussi, tu vois, en fait, et c'est terrible parce qu'il faut se rendre compte, tout le monde a quelqu'un à qui il rend compte. Ouais, non, c'est ça. Mais c'est pour ça que je dis House of Cards. House of Cards. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est les tweets que j'ai vus quand le CEO de Microsoft et Sam Altman se sont mis d'accord. En mode glorifier le CEO de Microsoft. Mode, le gars, il a géré la crise avant que les marchés boursiers ouvrent. Exactement. Et donc, aucune conséquence sur Microsoft. Ouais. Et ça, c'est là, pour le coup, c'est aussi une leçon d'entrepreneur, c'est que parfois, il faut sentir quand il faut réagir. Quand il faut agir vite. Quand ta gouvernance a un enjeu, il faut passer du temps dessus. Et c'est normal, les gens ont tendance à malheureusement... C'est comme tout, c'est comme l'administratif. Si tu le prends trop à la légère, le jour où ça te pète à la gueule, c'est très lourd de conséquences. Mais c'est des choses il faut passer le temps qu'il faut pour baliser. Parce que c'est les fondations en fait de ta boîte. Et je dis souvent aux gens, la gouvernance, ça compte surtout quand ça va mal. Quand ça va bien, en fait, tu le sens à peine. Mais ce qui est arrivé à Steve Jobs, à tous ces gens-là, c'est parce que ça n'allait pas dans leur boîte. Ouais, tu fais bien de citer Steve Jobs parce qu'en fait, quand on regarde l'histoire, c'est vrai que ça arrivait souvent. Bon, comme tu dis, malheureusement, c'est ça qui retient l'attention, c'est ça qu'on a vu. Mais Steve Jobs, quand on y repense, il a créé sa boîte et puis le board le met dehors. Ouais. Mais il avait fait n'importe quoi aussi. Oui, là c'était. Mais là c'était en plus, ils avaient vraiment. À l'époque où il a sorti le Lisa là, et qu'il a tanké le Apple II, le gars a tué son produit qui marchait pour créer un autre produit que lui trouvait techniquement meilleur, qui au final les gens ne voulaient même pas acheter.
Donc, il a risqué toute la boîte. Il faut que les gens comprennent. Je veux pas que Entrepreneur Center Africa, on soit vu comme le podcast Entrepreneur Forever. Ouais. On a tous et raison. Genre, l'investisseur est méchant. Ouais, et tout voilà. ça. C'est pas vrai, Non, en fait. Il y a des fois, on merde. Enfin, réalistement, en général, moi, je dis toujours, quand tu vois un entrepreneur qui se fait sortir, c'est triste, hein, ça peut être souvent grave, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. La question ne devrait pas être il faut qu'on laisse plus les investisseurs décider, il faut se protéger. Ouais, parce que c'est vrai qu'on entend toujours ça, même pour des gens qui suivent ce milieu-là de l'extérieur. Ouais. Dès qu'ils entendent investisseurs, ils disent « Ah, mais fais attention, hein. Oui. Mais fais attention, hein. Fais attention. » Parce qu'effectivement, dans les films, encore une fois, dans les séries, on va te montrer des investisseurs peut-être véreux qui, à la moindre occasion, vont te mettre dehors, etc. Mais ça ne se passe pas comme ça, majoritairement. Et surtout, les investisseurs, il faut que les gens comprennent, c'est pas dans leur intérêt. Hein. Eux-mêmes, la boîte part en couille quand ils le font. Enfin, ils sont jamais... Il y a très peu d'investisseurs qui le font le cœur léger. Surtout qu'en plus, un investisseur, leur rêve à eux, c'est ils te donnent de l'argent, vous parlez régulièrement et les choses montent. Et n'oublions pas, toujours dans ce délire House of Cards, l'investisseur même... Il rend des comptes aussi. Il rend des comptes, il a ses boss. C'est pas l'argent de, c'est pas l'argent de sa poche. Lui, on lui donne de l'argent sur lequel il doit faire un retour. Ça. Quand tu es l'investisseur qui a mis de l'argent, et c'est ce que je dis souvent quand l'investisseur qui a investi dans Apple, à cette époque-là, c'était chaud sur eux. Tout le monde voit bien que Apple ne vend plus sans rien de se faire exploser la gueule par Microsoft. Donc il faut que l'investisseur montre que c'est son boulot. Ce que je sais plus dans l'histoire, c'est... Donc, 20 ans plus tard, Steve Jobs, comment il analyse cet épisode où il s'était fait sortir? C'est très intéressant. Lui, il reconnaît quand même... Alors, dans la biographie de Steve Jobs, ce que lui reconnaît, il dit, comme beaucoup de gens malheureusement, qu'il pense qu'il n'aurait pas dû laisser autant de contrôle. Ah oui, donc il ne reconnaît pas son erreur. Il reconnaît son erreur a été dans laisser le contrôle. Le board avait trop de contrôle. Mais là où il a un point, et c'est ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il explique aussi que pour avoir ce niveau de contrôle en tant qu'entrepreneur, il faut que tu aies ce niveau de succès. En fait, Steve Jobs n'avait jamais réalisé que, en fait, tu as autant de pouvoir que tu as de succès. Tu n'as pas... Donc, il a eu le pouvoir après. Après, parce qu'il a... Quand il a enchaîné les succès. Et c'est là où tu comprends qu'en tant qu'entrepreneur, ta seule protection, c'est que ça marche. Si ça ne marche pas, tous les papiers, contrats, tout ce que tu veux... C'est comme l'entraîneur de foot. Exactement. Mais c'est exactement ça. Si vous ne gagnez pas, tu peux sortir toutes les explications du monde. Ouais, non. T'es out. T'es out. En fait, c'est même pas que c'est logique ou juste. Ouais. C'est juste que aussi à un moment donné, ceux qui sont au-dessus de toi, enfin, ceux à qui tu reportes, ils ont besoin de changer quelque chose. Et c'est plus facile de changer une personne que toute changer. La boîte. Ouais. Donc, c'est comme dans une équipe de foot. On vire l'entraîneur, même si on sait que les joueurs ont mal joué. Exactement. Tu vois. Et ça, c'est un très bon point que tu donnes parce que c'est pour ça souvent que ça finit sur le CEO. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, cherchez pas toujours à être numéro 1. Parce que des fois, le numéro 2, lui, il saute pas. J'en avais parlé, mais aussi à l'époque, j'avais dit le numéro 2 et même le CTO, tout le monde va sauter après le CEO. Souvent. Parce que oui, c'est plus simple de changer une personne qui est celui qui donne le tempo et la direction que de changer toute la boîte. Et il y a un autre point qui est intéressant pour moi aussi dans la gouvernance que les gens, je pense, négligent encore une fois pour vraiment se mettre dans la peau des gens avec qui tu prends de l'argent et même tes salariés. En fait, tes salariés sentent aussi quand ça va pas. En fait, moi, je pense que les entrepreneurs, des fois, ils oublient, ils pensent que les salariés sont là des bénis oui-oui. Mais souvent, ils s'en rendent compte. Et c'est souvent là où tu as les bons salariés aussi qui commencent à se barrer. Un autre exemple de gouvernance que les gens négligent, c'est les clauses de non-concurrence. Les choses comme ça. Confidentialité. Que tes employés n'aillent pas chez la concurrence, te mettent mal. Moi, quand j'étais dans les achats, il y avait aussi une clause qui était super importante. C'était c'était quoi? No gift policy. Ah oui. Anticorruption, là. Ouais, tu donnes pas de cadeaux, tu donnes pas... Parfois, ça va très loin. Tu as des structures où on dit à un client ou à un fournisseur, même un café, tu lui payes pas. Oui. En fait, ils veulent absolument dans leur gouvernance qu'à aucun moment, il y ait un soupçon. Mais oui, mais attention, c'est très grave parce que quand moi j'étais chez Alstom auditeur, tu sais qu'Alstom s'est fait bannir totalement d'Inde et d'un autre pays parce qu'il y avait eu une accusation de détournement de corruption. Et je crois que c'est la Banque mondiale ou je sais plus qui les a chopés. Et quand tu te fais choper comme ça, tu perds le business dans toute la région et le pays. Et pour t'en remettre,
Et des fois, ça se trouve, c'est un individu qui a fait n'importe quoi. Ouais. D'où le point que, comme tu dis, il y a des process super clés sur les trucs à risque. Et donc, là, on rentre dans la dernière partie de la gouvernance que les gens négligent, c'est les risques. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si tu te trompes? Qu'est-ce qui se passe si tu meurs? Qu'est-ce qui se passe si tu es fatigué? Qu'est-ce qui se passe si tu es malade? Ouais. Testament. Testament. Enfin, et toutes ces parties-là constituent les éléments de gouvernance que d'entrepreneurs très souvent négligent. Ouais. Et OpenAI, ça s'est bien fini pour Sam Altman parce que, en gros, lui, et ça, je pense que c'est une des leçons que Kader m'a partagé de Shane Parrish. Je sais pas si tu connais Shane Parrish, toi. Non, je connais pas. Un gars qui fait Knowledge Podcast. Bon, ça, c'est un truc de Kader encore. Il a dit qu'en fait, Shane Parrish disait que quand tu regardes les gens qui ont le plus de succès, les milliardaires, etc., ce qu'ils font mieux que tout le monde, c'est qu'ils savent se positionner dans des situations où ils ont le plus de pouvoir ou de leverage. C'est pas qu'ils sont plus intelligents. C'est pas qu'ils sont... Des fois même pas plus qu'ils travaillent plus que tout le monde. Mais c'est qu'ils ont une compréhension du monde qui fait qu'ils savent où se positionner pour que leurs intérêts coïncident avec ceux qui ont le pouvoir et qu'eux aient quelque chose dont les gens aient besoin. Ok. Et c'est quand tu as ce leverage-là que tu es à même, quel que soit le domaine, entrepreneur, salarié, de toi être prospère. Mais, et c'est pour ça que je pense que ce podcast qu'on fait, autant aujourd'hui que les autres jours sont importants, c'est que les gens ne comprennent pas assez le monde du business pour pouvoir se positionner clairement. Et après, encore une fois, ce qui est important aussi de dire, c'est que il faudrait pas que les gens aillent étudier tous les sujets de gouvernance avant de lancer leur structure. Ça sert à rien. Si vous voulez entreprendre, entreprenez et ça va venir. Oui. Il faut mettre en place. Il y a là, on parle d'OpenAI, de board, mais il y a d'autres niveaux de gouvernance qui sont plus petits. C'est comme on a beaucoup parlé quand on parle de santé mentale, du support système. Oui, exactement. C'est un board aussi. C'est un board, oui, c'est un board officieux. Voilà. C'est un board sur le côté. Vous avez vos 3 amis là, chez qui vous allez checker un peu votre santé mentale, etc. Donc, c'est juste qu'il faut mettre des instances en place. Voilà, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes comme, je sais pas, comme une Formule 1 et puis il faut avoir des stations où tu vas te recharger et donc tu vas mettre en place un comité de risque, c'est-à-dire que tu vas checker tes risques ou mettre à jour tes procédures en termes de risque. Effectivement, s'il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe, si on a telle perte, si on a telle fraude, etc. Et c'est dur parce qu'il faut se mettre dans des scénarios assez dur. Assez non, c'est dingues. dur, ouais. Et en général, plus le scénario est dur, plus c'est important d'y penser. C'est ça. Et tu vas avoir d'autres comités qui vont être, comme tu disais, décisionnels sur les plus grosses décisions. Donc, tu définis à l'avant. Chaque fois que j'ai une décision concernant ça, ça et ça, ça passe forcément par la majorité. Et donc, il faut vraiment penser comme un peu comme une démocratie où tu as l'Assemblée, tu as le Parlement, tu as des organes de contrôle. Tu as des organes de contrôle et tu passes par le Sénat, tu fais un recours, etc. Mais ça, on revient toujours à la même chose, c'est l'humilité. Ce que tu décris, tu as le support système, mais il faut accepter que toi-même, dans ta boîte, tu ne sauras pas toujours. Et après, tu ne seras pas toujours, mais tu peux avoir l'inverse. Tu peux être très sûr d'un truc. Et là, c'est vrai que tu peux te sentir un peu prisonnier peut-être de ton système. Mais normalement, si tu es un CEO porté par ta vision, ton ambition, ta vision, tu pourras entraîner. Oui, mais en fait, tu passes ton temps à ce n'est que ça notre boulot. Oui, c'est notre boulot en fait. C'est ce que je dis souvent. Oui, un entrepreneur, c'est tu convaincs, tu alignes les intérêts et les priorités. Tu passes ton temps à faire ça. Et si tu n'es pas à l'aise à faire ça, tu peux descendre d'un niveau. Mais même en tant que salarié, je veux que les gens comprennent. Comprendre la gouvernance, ça joue aussi. Ça joue aussi sur comment ta boîte dans laquelle tu fonctionne. Tu comprends qui a le pouvoir sur qui. Par exemple, moi, j'ai découvert très vite que des fois, tu reportes à des gens, mais ils n'ont pas de pouvoir. Ils ne peuvent pas te faire promouvoir et ils ne peuvent pas t'empêcher de grandir. Et je connais beaucoup de gens qui commencent dans une boîte pendant des années sans jamais comprendre qui, dans la boîte, a du pouvoir. Non, mais ça, c'est ouf que tu dis ça parce que j'ai rencontré là, quand j'allais à Kinshasa, Tambwa qui était chez Airbnb. Ah oui. Bassa, il est dans le groupe aussi. Et il me disait un truc, il me racontait, il me disait que donc lui, il est architecte tech de base. Donc, il a fait 7 ans chez Airbnb. Là, il est parti. Et pendant des années, voilà, c'était le bon gars. Il faisait il atteignait ses objectifs, etc. Mais il n'évoluait pas
certain niveau. Et à un moment, il y a, je crois que c'est un des fondeurs ou quoi qui faisait un truc, qui leur expliquait un peu comment s'intégrer dans l'entreprise, etc. et tout. Et à un moment, il pose la question, cette équipe, ici, qui a un sponsor? Donc, chez eux, un sponsor, c'est quelqu'un qui a justement du pouvoir. Et qui donc leur donne des conseils sur comment évoluer dans la boîte. Et là, il se tourne et il voit que 80% de ses collègues avaient. Yaï. Ouf. Alors que lui, il n'avait jamais travaillé ça. Il n'avait jamais travaillé ça. Et voilà. Il n'avait jamais travaillé ça. Et donc, il s'est rendu compte que son N+1, en fait, n'avait pas le pouvoir en question. Oui. Et après, tu as des jeux. Tu as des jeux de pouvoir qui se mettent en place. Exactement. Tu vois, c'est vraiment du House of Cards. Enfin, vraiment, quand on regarde les séries, parce qu'il m'a raconté des trucs, il faudrait qu'on l'invite d'ailleurs. Ouais, bah ça, bien sûr. Où, tu vois, ça va jouer entre qu'est-ce que tu apportes à celui qui a du pouvoir, tu vois, les intérêts, quoi. C'est aligner les intérêts. Ce que je dis souvent aux gens, si tu comprends en gouvernance, connais les intérêts, tout le monde en a besoin, du petit salarié au grand dirigeant. Voilà, et c'est l'occasion aussi de s'adresser aux salariés qui nous regardent et d'essayer de comprendre justement le modèle de gouvernance dans la boîte. Dans la boîte, et essayer de se rapprocher de personne qui peut peut-être porter vos intérêts. Exactement. Et être clair, carrément. Il dit, moi, voilà, j'apprécie pas, je vois que tu as aussi un avec la direction, etc. Je voudrais ponctuellement, si tu veux bien, que tu portes mon message. Je préfère que mon message passe par toi. Exactement. Ça peut s'entendre. Exactement. Et moi, ce que j'ai fait souvent, ces sponsors-là, c'est de commencer au départ en demandant de quoi eux, ils ont besoin et de comprendre de quoi la boîte a besoin. Des fois, c'est pas la même chose d'ailleurs. Parce que des fois, eux, leur intérêt peut être très court terme ou au contraire sur des axes qui ne sont pas la priorité de la boîte, mais c'est leur priorité à eux. Et après, il y a un autre aspect qui est très important. Et ça, je pense que d'ailleurs, dans le groupe Telegram, Cécilia, quand elle faisait du coaching aux gens, dans le groupe Telegram aussi, on a un petit peu de mentorat de coaching, FYI, elle avait rajouté cette notion de, oui, elle a un mentor, mais les gens, souvent, il faut qu'ils comprennent. Tu as des mentors qui doivent être suffisamment proches de toi pour pouvoir te donner le temps. Ouais. Il y en a qui n'ont juste pas envie de passer le temps dessus. Mais il y en a certains qui sont prêts à le donner. Et si ils hésitent, en fait, ça va se jouer beaucoup à toi, ta capacité à exécuter. Et je reviens encore au même truc. Comme un entrepreneur, les gens vont miser sur toi s'ils pensent que tu es bon. Et je pense que malheureusement, à part de notre podcast, j'entends très peu souvent les gens se poser la question. Moi, je suis l'un des rares gars, je dis aux gens, est-ce que dans ton métier, tu es bon? Personne ne leur demande ça. Posez-vous la question, est-ce que, objectivement, vous êtes fort? Est-ce que c'est même pas bon, c'est fort. Est-ce que vous êtes efficace? Est-ce que vous êtes des gens à qui on a entièrement confiance? Est-ce que vous-même, dans votre fort intérieur, vous vous dites, dans n'importe quelle boîte, je ferai ce métier, je sais que je serai parmi les meilleurs? Et on en revient à la confusion que les gens font entre quantité de travail et qualité de travail. Exactement. Parce que si tu dis juste, c'est pour ça que c'est important de rectifier bon par fort. Parce que si tu dis est-ce que tu es bon, on va dire oui, je travaille 7 jours sur 7. Ah oui, non. C'est pas le sujet. Exactement. Et quand tu fais tes bilans, c'est ça, tu vois. Moi, même quand on a fait le bilan l'an dernier, sur l'année dernière, j'étais déçu de l'année. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas bossé comme un ouf ou que je n'ai pas fait des choses bien. Mais je suis quand même conscient que si je prends quelle qui est la barre à mon niveau, je sais dire je suis en dessous là, en ce moment. Et tu te poses la question, sur quoi tu es en dessous? Et tu regardes les yeux dans les yeux en face et tu te dis, ça, il faut que je bosse dessus. Et si tu n'es pas capable de faire ça en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça que tu te fais sortir. Enfin, et ça me rappelle vraiment, même en France, ça arrive. Hein, parce que là, tu vois, on a parlé États-Unis, on a parlé Afrique. En France, c'est arrivé là avec les gars de Sarenza. Ça fait waouh, le tour. Ouais, ça fait le tour de Sarenza.com. Ouais, je crois. C'est Sarenza, je suis pas sûr. Je crois que c'est un truc de chaussures. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Les gars se sont fait sortir et ils ont fait toute une histoire. Ils ont fait un article entier pour expliquer parce que oui, on les a sortis comme OpenAI. On les a dégagés physiquement, on les a sortis d'une salle. Donc c'était grave. Et la justice, après, leur a donné raison. Mais c'est le board qui a décidé. C'est le board qui a décidé. Mais donc, pourquoi la justice a donné raison au fondateur? Parce qu'il y a des manières de faire. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Là, on rentre dans un autre aspect. En fait, c'est pas les États-Unis. La gouvernance jusqu'au bout. Exactement. Les États-Unis, on peut virer du jour au lendemain. Get out! Get out! Get your fuck out! Voilà, get your shit and get out. C'est très simple. Mais en France, c'est pas comme ça. Tu dis pas à quelqu'un get your shit and get out. Et surtout, l'autre aspect, c'est que eux, ils étaient actionnaires. Et c'est là où il y a une différence aussi entre Sam Altman et un fondateur lambda.
tu as des droits en tant que salarié, mais tu as des droits aussi en tant qu'actionnaire. On ne peut pas sortir un actionnaire comme ça sans conséquence. Et c'est pareil. Donc, c'est là où il y a eu tout l'aspect de Sarenza. Mais ce qui, moi, m'a fait beaucoup de peine, c'est que quand j'ai lu, au début, il disait, ouais, voilà, on va écrire l'article pour que d'autres fondateurs ne se fassent plus avoir. Et quand j'ai lu l'article, le problème que moi j'ai eu, c'est qu'ils ont mis l'accent sur il fallait pas qu'on accepte qu'il soit majoritaire au board, blablabla. Sauf que la source du problème, la raison pour laquelle ils se sont fait sortir, c'était parce que ça faisait 2 années de suite qu'ils faisaient plus de croissance et que les investisseurs voulaient faire un down round et voulaient récupérer leur investissement. Parce que le problème, c'était que à un moment, au bout de 5 ans, comme je l'ai dit à tout le monde, les investisseurs, ils doivent récupérer leur argent. Ils bossent pour des gens. Ils ont des rendements à faire. Ils ont pris l'argent de quelqu'un. Il faut que l'argent la revienne x3. C'est pas compliqué. Eux, ils n'avaient pas réussi à faire le x3. Et la solution de vente qu'avaient les investisseurs était moins bonne que ce qu'eux, ils espéraient. Et au lieu d'accepter parce qu'ils comprenaient les intérêts des investisseurs, ils ont essayé de bloquer, sauf qu'ils n'avaient pas le pouvoir de bloquer le truc. Donc, ils se sont juste fait sortir. Mais ça, c'est parce qu'ils ont mal lu les intérêts des investisseurs. C'est-à-dire que tu dois savoir qu'au bout d'un moment, au bout de 5 ans, si tu ne trouves pas une sortie à un investisseur, il va faire tout ce qu'il peut, lui, pour sortir. Parce que c'est son métier. Ça doit être chaud quand même. Non, c'est hyper chaud. Là, t'imagines? Non, mais bien sûr. Moi, j'imagine pas besoin d'imaginer. Moi, je connais mes investisseurs. Je sais quelles sont leurs timelines à chacun. Quand quelqu'un rentre chez nous, on sait à quelle date il faut que la personne lui trouve une sortie. Et tu es responsable de ça en tant qu'entrepreneur parce que tu prends son argent. Et c'est comme, le pire, c'est que c'est comme j'appelle des mariages à durée déterminée. C'est que vous savez à peu près que vous allez rester ensemble pendant ce temps-là, mais à un moment, le gars veut son exit. Et si tu n'y penses pas, mais c'est comme les salariés. Moi, je dis souvent aux salariés, posez-vous la question, est-ce que, en Afrique surtout, il y a un truc qui joue beaucoup, mais c'est un peu différent. Il faut que les gens comprennent, est-ce que la boîte dans laquelle ils sont est la priorité de l'entrepreneur? Il y a plein de gens que je vois être dans des boîtes, eux-mêmes sentent que leur boss s'en fout de la boîte. Genre, c'est un vanity project. Quand c'est le cas, moi, je leur dis, dépêchez-vous d'augmenter votre employabilité tant que vous y êtes pour aller ailleurs. Parce que si tu restes dans une boîte où tu sais que du jour au lendemain, le fondateur, ou par exemple, j'ai entendu des histoires en disant, ah oui, la boîte, en fait, c'est juste, il a fait ça pour occuper sa femme ou occuper son fils. Tu as des boîtes comme ça en Afrique, qui sont juste des vanity projects de quelqu'un qui a de l'argent. Mais si toi-même, en tant qu'employé, tu ne te dis pas, OK, de ce que je sais de la boîte, elle marche ou elle ne marche pas. Et si tu sens que la boîte ne marche pas, que c'est juste le bon vouloir d'un Richard qui nous alimente, il faut te chercher. Parce que si jamais tu restes dedans... tu as à apprendre. Ouais, il faut apprendre. Il faut commencer à te dire, OK, qu'est-ce que je fais comme formation? Qu'est-ce que je fais comme truc qui me permet de trouver un boulot qui me convient plus stable? Ouais. Mais c'est tout ça la gouvernance en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un truc. Et attends, en parlant de. Ça me fait penser. Tu as forcément vu le film Le Fondateur. Bien sûr, de Ray Kroc. Ouais, celui-là, allez McDo, le voir. Incroyable. L'histoire de McDonald's. Aïe, aïe, aïe. Mais ça fait mal aussi. Comment ils sortent les. Les frères. Savoir que les frères McDonald's, donc les fondateurs de McDonald's, ils se sont fait sortir. Ouais, mais ils ont eu du cash. Avant que ça devienne. Un vrai truc. Un vrai truc. Mais parce qu'ils voulaient pas que ça devienne un vrai truc. Oui, d'accord, mais en fait... non, mais ce que je veux dire, c'est que le gars, de mémoire, il les a quand même, comment dire... Enfin, il a vraiment tout aspiré, en fait. Il a vraiment tout aspiré, recettes, la méthode, tout. Eux, leur clé, c'était la méthode de comment ils produisaient. Pour aller aussi vite, etc. Ouais. Et leur seul truc, c'est qu'ils ne voulaient pas franchiser, ils ne voulaient pas faire tout ça. OK. C'est ça qui est devenu McDonald's. Oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que lui n'était pas forcément... il n'était pas le board, tu vois. C'est pas en fait dans la gouvernance. Ah oui, non, mais... On explique. Pour moi, on est un peu plus dans le véreux, dans le sournois, parce que tu fais signer un truc, tu vois, mais ce que tu veux dire. Il n'y a pas exactement, tu vois. C'est pas dans le cadre de gouvernance. Mais en fait, c'est parce que là, on revient dans... La gouvernance, c'est pas les papiers. La gouvernance, tout à l'heure, ce qu'on a dit, c'est les intérêts et surtout les capacités et les leviers que les gens ont. En fait, le problème qu'ils ont eu, eux, et c'est pour être très clair, c'est leur levier numéro 1, c'était leur méthode. Une fois que tu donnes ton levier numéro 1 à quelqu'un, c'est comme les employés, c'est comme les gens qui se plaignent que leurs employés soient partis avec leurs clients. Oui, à un moment, si ton levier numéro 1,
c'est la relation client. C'est clair qu'un employé qui a la relation client peut se barrer avec les gens. Et c'est ça le point, c'est que ce que tu décris, c'est que le levier, en fait, dans McDonald's, qui était... En fait, eux, McDonald's, ils étaient fiers de leur méthodo. Ouais, lui, il voyait l'argent. Exactement. Et le problème, c'est que quand tu fais une boîte, quel que soit le projet, je pense que c'est toujours le même truc. C'est un peu comme... un exemple typique. Moi, mes créatrices chez Anka, elles ont toujours peur d'avoir des tailleurs qui partent et qui copient leur modèle. Ouais. Tu vois, c'est ça leur hantise, parce qu'elles ont compris qu'elles pensent que leur leverage, c'est la tenue. Ouais. Et souvent, je dois leur rappeler, mais en fait, même si ton tailleur faisait la même tenue, ton leverage à toi, c'est comment tu le vends au client. C'est censé être ça. C'est censé être ça. Donc, si tu as tellement peur que tu ne t'accroches qu'à la tenue, c'est qu'attention, ça veut dire que peut-être que tu ne maîtrises pas assez, justement, la production. Donc, toi, tu dois reprendre le leverage de la production pour ne plus être dépendant d'une personne. Ouais, ou la chaîne de valeur. Exactement. Du design jusqu'à la vente, tu dois maîtriser un maximum d'impact. Exactement. Qui fait que tu seras moins effrayé par le plagiat. Exactement. Tu as tout compris. Bon, c'est toujours idée-exécution. Hein. Mais je pense que c'est pareil même chez vous. Je pense que même quand tu regardes, vous n'avez jamais eu des cas, alors c'est ce que je dis souvent, mais comme dans les agences digitales, il y a quand même, les gens se disent toujours, je peux passer d'une agence digitale à l'autre. Il n'y a pas eu trop de cas où les gens... si, c'est déjà passé où les gens sont passés une à l'autre. Mais comment vous gérez justement ce côté, je ne vais pas dire garder la propriété intellectuelle, mais garder et même garder les gens, parce qu'au final, c'est ça aussi qui joue. Ouais, en fait, ce qu'on a renforcé, c'est justement la gouvernance pour dire, bon, tu n'as pas à passer forcément... Enfin, je pense qu'on a mis une clause. On a surtout mis une clause sur le fait de passer de l'agence à un client de l'agence. Ah, très important ça. Où il faut qu'on soit prévenu. Enfin, il faut que ça soit en transparence, tu vois. Parce que vous, c'est ça le risque, c'est vrai. Ouais. Après, c'est pas forcément mauvais en soi, mais il faut qu'on sache dans quel cadre ça se fait, tu vois. Dans quel cadre ça se fait, parce que la personne va avec certaines infos, etc., connaît les marges que tu fais sur tes trucs. Donc, il faut voir est-ce que c'est dans le même service, ce genre de choses. Donc, tu protèges un peu ça. Au niveau des autres agences aussi, c'est un sujet. C'est plus... Enfin, ça arrivé, mais c'est plutôt rare que chez nous, les gens quittent l'agence pour une agence. D'accord, ils quittent pour aller chez les clients. Pour une marque, on va dire. Marque, okay. Voilà, une marque. Chez l'institutionnel, comme vous appelez ça. Voilà, chez une marque pour avoir un rôle, je sais pas, manager ou ce genre de choses. Mais ça arrive aussi par rapport aux agences. Mais c'est pas un truc qui, comment dire, comme tu disais, tu demandais pour se protéger. Je pense que c'est très difficile de se protéger de ce genre de choses, dans le sens où, tu sais, je pense que voilà, les gens, quand ils quittent une entreprise, il y a souvent ce truc de t'as ton disque dur, tu prends les docs sur lesquels tu as travaillé. Tu prends les modèles, au cas où, tu vois. Souvent, tu les regardes jamais après. Oui, bien sûr. Tu vois, mais tu perds de l'info. Donc, en fait, nous, notre vision, elle est vraiment de se concentrer sur l'info ultra sensible. Celle-là, on fait attention. Où elle est diffusée. Qui l'a, etc. Celle-là, elle est vraiment attention. Et il y a certains employés qui ont des clauses de confidentialité plus fortes que d'autres. Très important. Donc, c'est en fait d'essayer de toujours... tu vois, c'est toujours Pareto, en fait. Il y a 20% d'ultra sensibles. On va essayer de se concentrer là-dessus et pas déployer. Voilà, pas déployer. On construit pas des fusées. Tu vois, on va pas non plus, tu vois, sur les 100%, tu vois, développer ça. Et surtout, je me dis qu'on est dans un secteur où ça va tellement vite que ça se trouve entre le moment où tu étais là et le moment où tu arrives chez l'autre, tu vois, nous on est censé déjà passer à autre chose, tu vois. Donc voilà quoi, c'est ça. Après, en termes de gouvernance. L'autre question en termes de gouvernance, c'est du coup, ça c'est depuis quand que vous avez commencé à avoir tous ces sujets-là? Toi, c'est vers quel moment de ton histoire que vous avez commencé? Alors là, rapidement, quand
déjà, à partir du moment où tu crées la structure, la question se pose. Parce que déjà, quand tu rédiges tes statuts, ouais, tu as les actionnaires dedans. Donc, tu vois un peu qui a telle décision ou pas. Maintenant, après, nous, quand on est une PME, c'est moins le sujet de qui prend la décision, que j'ai beaucoup entendu dans les sujets où il y a beaucoup d'argent, tu vois, donc qui prend la décision, c'est vraiment comment on fait pour prendre la meilleure décision, tu vois, ce qui est un peu différent. Bien sûr, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, c'est plus, au lieu de trouver qui est le plus malin, c'est comment est-ce qu'on va déléguer en fait les différentes décisions de l'entreprise. Tu vois, donc du coup sur des décisions purement je sais pas humaines, ça va être personne sur des décisions purement business dev. Ça va être, si ça concerne tel montant, ça va être telle personne. Si c'est un autre montant, des paliers de responsabilité. On est en train de mettre en place, mais on est revenu un peu en arrière parce que notre responsable financier a préféré que je prenne le lead sur tout, même si c'est 500 francs, parce que dans son analyse, il voyait trop d'erreurs encore l'année dernière. Voilà. Quand je validais pas. Donc c'est un peu pesant. Et chaque fois, je lui dis... frère. Franchement. Mais il me dit, il veut vraiment aller au bout de l'année, juste comme ça. Pour voir. Peut-être que ça va s'améliorer. Lui, peut-être son but, c'est que tu serves un peu d'éducateur pour les autres et qu'après, il y ait moins d'erreurs. C'est ça. Donc, après, c'est justement l'autre point, c'est la formation. C'est-à-dire sur ces trucs sensibles, tu dois toujours être en alerte sur qui pourrait prendre le relais sur ces éléments sensibles. Et donc, si possible, c'est pas forcément qu'une personne, mais c'est un groupe de personnes qui sont capables de... Voilà, qui ensemble vont prendre la bonne décision. Donc, du coup, tu vas leur demander de prendre des décisions sur les devis. Mettre en place devis, c'est eux qui vont se concerner pour savoir qui va être le chef, qui va être le responsable de ce client. Donc là, on leur a fourni, on les a formés sur des outils. C'est-à-dire, ils ont un outil où ils voient le taux d'occupation des équipes. Ah, bien. Voilà. Et ils ont aussi, après, ils ont des sensibilités plus qualitatives. C'est-à-dire qu'ils voient en fonction du sujet, tu vois, si c'est du gaming, si c'est... c'est plutôt tel lui qui est expert. Voilà. Donc, c'est eux qui vont prendre ces décisions-là. Donc, répartir les responsabilités des différentes équipes. Donc, ça, c'est plus pour l'opérationnel. Maintenant, sur l'aspect plus développement de l'entreprise, c'est là où, avec Mentor, ce qu'on met en place, c'est un advisory board. Donc, advisory board, donc là, c'est plus effectivement sur du conseil stratégique. Et là, la prochaine étape pour 2024, c'est vraiment un vrai board décisionnel. Ah, tu veux ouvrir les décisions aux gens, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, alors, comment dire? Non, mais ce ne sera pas non plus un truc, c'est juste mettre une base. C'est juste mettre une base pour avoir un conseil de sages parce qu'on va travailler, peut-être qu'on aura l'occasion l'année prochaine d'en reparler. On va travailler sur des sujets en fait très très sensibles pour le développement de l'entreprise où on a besoin en fait, je pense de plus d'engagement. Plus d'engagement. Voilà. Donc là, là aussi, tu vas rentrer comme nous. Il va falloir aligner leurs intérêts. Il va falloir. On va voir. Mais déjà, sur l'advisory, c'est un vrai sujet parce que même si c'est que du conseil, les gens défendent leurs idées. Bien sûr. Tu vois. Ils sont plus ou moins satisfaits quand tu reprends leurs idées ou pas. Tu vois. Exactement. Donc, c'est ça qui est. Qui fait beaucoup d'enjeux. Après, moi, j'ai des instances sur l'aspect financier qui sont de plus en plus régulières. Je me souviens, il y a à peine 3 ans, c'était le point, c'était mensuel. Après, c'est devenu chaque 2 semaines. Et après, maintenant, chaque semaine. Tu fais un point financier? Ouais, alors... J'exagère quand j'utilise finance. Mais c'est bien ça, mon gars. Trésor. Non, mais c'est le nerf de la guerre. Et maintenant, je veux passer à... Tous les jours. Idéalement, j'aimerais tous les jours, en fait.
Mais je pense En fait, pas, tu vois, je pense pas que ça soit tenu. Depuis, les gens me voient comme dictateur, là. Vous avez trouvé Non, votre là, c'est vrai... pas dictateur, c'est de l'anticipation. Non, mais je n'ai pas de problème. Depuis, les gens voient... Moi, je suis là en mode... Ouais, non, là, tu vas rentrer dans un niveau de contrôle que non, on a rarement vu. Ouais, non, mais le pire, c'est que... Non, en plus... Dans ces gouvernances-là, c'est pas forcément pour me permettre. Je prends pas toutes les décisions de trésorerie, mais je veux être informé. Ouais, et voir avant. Et je veux que s'ils ont un doute sur quelque chose, être au courant. Ouais. Donc il y a des points où parfois je dis, donc ils disent oui, on doit dépenser ci, ça, on est censé recevoir ça. Après, du coup, quand j'ai pas trop de temps, j'ai dit sur quoi, en fait, vous avez des doutes. Et donc, ils disent, est-ce qu'on paye d'abord ça ou on attend ça, etc. Et donc, c'est là où je vais peut-être intervenir, tu vois. Ah, c'est très bien. Tu vois, ou, ouais, sur la gestion des timings et des trucs où là, ouais, sur certains trucs. Ou alors, ils vont dire, ça fait 4 semaines, on a des systèmes. Ça, c'est intéressant, puisqu'on disait avec Nabou, riche en créances. L'homme des créances. Riche en créances. Donc, on a mis en place, alors pour le coup, un comité sur le sujet recouvrement. Donc, sur le sujet recouvrement... Tu vois, sujet. Tu vois, les gens du B2B, là, vous regardez ça, on dirait c'est ouais, vous, là. Non, mais c'est un truc, il ne faut pas le prendre à la légère. Nous, quand on avait... donc, j'ai déjà plusieurs fois raconté qu'on on a appris un peu à la dure. À la dure, ouais. Mais même quand tu t'en sors en recouvrement, en fait, comme tu grossis et que tes dépenses augmentent, tu as toujours un moment donné où, même si tu es 5 fois plus gros, mais tu as encore... des tensions. Des tensions. Et donc, un jour, j'ai discussion du coup avec notre directeur financier. Et là, lui, malgré tous ces efforts-là, il dit non, mais c'est de votre faute. Genre, c'est notre faute, pas la faute du client. Je dis, explique-toi. Il me dit, on n'est pas assez agressif. Je dis, c'est-à-dire, en fait, quand il dit, lui, ce qu'il appelle agressif, c'est agressif dans la gouvernance, justement. Ah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à partir le jour où le client dit, je suis OK avec ce devis, tu l'envoies. Ce jour-là, on décompte. Tu dois commencer, en fait. C'est, en fait, si tu es en mode... champagne, machin, tout ça. Okay. On vous revient lundi. On vous revient lundi et après la semaine d'après. Tu as déjà perdu 3 jours. Tu vois. Après, ouais. le client, il est parti en congé. Je vous propose qu'on fasse ça après nos congés. 2 semaines. Et c'est ces 2 semaines que tu vas pleurer à la fin. À la fin, là-bas, quand tu n'as pas encore l'argent. Ah oui, tu vois. Donc, en gros, c'est marquage. Tu vois. Voilà, c'est le marquage. Donc, tu as un système où, quand ça s'enclenche, la responsable trésorerie doit faire quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, le chef projet fait quelque chose. Si ça ne fonctionne pas, Et à la fin de l'histoire, tonton Caï doit descendre lui-même sur terre pour venir chercher l'argent. C'est ça. Donc, mais ce qui est bien, c'est que du coup, chacun intervient à son niveau. La responsable financière avec les admins, le chef projet avec son interlocuteur. Et donc, moi, mes clients, j'ai une relation avec eux où ils savent que si j'interviens, c'est que déjà tout leur système est au courant. On a déjà fait tout le système. Tout le tour. Tout le tour. Et donc ça, c'est capital en fait dans une entreprise de service. Parce que on va pas te prêter des fonds de la banque comme quand tu achètes du matériel, etc. Donc tu dois avoir un système de gouvernance là-dessus qui est solide, qui est solide, et c'est ce qui te permet après, quand tu demandes des faveurs à la banque, etc. C'est ton système de gouvernance qui va les rassurer, tu vois. Ah, sérieux? Ouais, c'est à quel point tu gères bien tout ça Oui, carrément. Moi, j'ai découvert ça. J'ai découvert qu'il y a certaines banques, il y a une banque, notre banque en France, par exemple, on est noté. Un jour, ils nous ont dit, ah, mais vous avez une bonne note chez nous. Donc, je dis, ah bon, une bonne note. Et donc, du coup, tu vois, il y a plusieurs éléments qui prennent en compte. Sur combien d'argent reste tout le temps. C'est ça, à quel moment tu leur envoies des infos sur tes comptes, etc. Donc, ta bonne gouvernance, parfois même, tu vas même donner tes comptes, mais ça donne des signaux à ton écosystème. Donc, ça donne des signaux à tes potentiels recrues, ça donne des signaux, parce que
ça tourne comme message. Ouais. Les gens, avant d'entrer dans l'entreprise, ils vont te demander « Ah, mais est-ce qu'ils payent à l'heure ?» Tu vois ? Exactement. Tu vois ? C'est des signaux importants. Donc, c'est des signaux importants. Donc, ta bonne gouvernance, c'est vraiment le moteur. Ouais. C'est vraiment le moteur. C'est pas toujours passionnant. Non, c'est relou. Tu vois, par exemple, là, moi, je sais que avant de partir, je dois faire mon reporting mensuel aux investisseurs. C'est un mail. Ouais. Mais j'ai découvert en regardant, il y a eu un report de Winbart, qui est la boîte qui fait notre PR. Ils ont réalisé que les investisseurs, il n'y a que 30% qui reçoivent tous les mois des updates de leur boîte. Et en tant qu'entrepreneur, ce qui est dur, c'est que les gens ont tendance à ne pas envoyer d'updates quand ça ne va pas. Et il n'y a rien de pire. Parce que c'est le moment où il faut au contraire faire l'effort d'être transparent. Donc c'est pour ça qu'il faut se faire une religion. Moi, je crois que depuis que j'ai commencé ça, je dois être à la 50e update que j'envoie. Donc moi, j'envoie tous les mois. Et j'envoie, et c'est religion. Parce que quand tu ne le fais pas, en fait, comme tu dis, c'est un signal. Ouais. Et je sais que les investisseurs ne me l'ont jamais dit, mais lorsque tu lèves des fonds, par exemple, c'est une des questions que les investisseurs posent. En mode, est-ce qu'ils sont transparents? Est-ce qu'ils vous tiennent au courant? Et moi, j'ai déjà entendu les investisseurs dire, non, on peut dire une chose sur un cas, c'est qu'on est toujours au courant de ce qui se passe. Mais bien comme mal. Ça c'est dingue parce que effectivement, parfois, on fait des super bons trucs, on est super régulier, mais on ne se rend même pas compte de l'intérêt que ça a pour les autres. Tu vois, moi, par exemple, là, à Dicom Fini, on a convoqué nous-mêmes les sponsors pour leur présenter des rapports sur l'impact que ça peut avoir pour eux et tout. Mais je sais que nos nouveaux sponsors, ils sont extrêmement surpris. Oui, parce que je crois pas que disent, en fait, on sponsorise des événements, mais on ne reçoit pas. On ne reçoit pas de date. Eh oui, mon gars. Et je dis souvent aux équipes, c'est sur ces petits trucs-là. Ouais. Tu vois, quand on dit un expert, là, ou quoi, c'est même pas. Tu ne vas pas être jugé sur ton intelligence. C'est pas la technicité, c'est pas le truc profond. C'est comment est-ce que tu rends, en fait, quand on est avec toi, les choses sont simples. Ouais. Les choses sont simples. Et comment tu comprends ce qu'eux, ils attendent? C'est ça. Et on peut, du coup, décliner le terme gouvernance. On a parlé de gouvernement, d'entreprise, de start-up, etc. Mais au niveau du salarié avec son environnement, c'est... tu peux traduire ça comme cette personne qui rend les choses toujours claires. C'est-à-dire que tu as fait un point avec cette personne de 15 minutes. Juste après, tu as un petit compte rendu. Oh, c'est magnifique. De 5-6 lignes. Oh, ça, c'est magnifique, ça. Mais en fait, comme personne va lui dire c'est génial ce que tu as fait, la personne ne va pas se rendre compte qu'en faisant ça à chaque fois, elle se développe une réputation. De quelqu'un de carré. Ouais, de carré. Quelqu'un qui te dit, moi, je sais que dans mes équipes, quelqu'un qui me dit je t'envoie tel truc à telle heure et qui le jour même m'envoie un message pour me dire voilà ce que j'avais dit, j'apprécie. Oui, mais la problématique, c'est que la personne, quand elle ne le fait pas, on ne va pas forcément lui faire la remarque. Et donc, elle ne se dit pas que c'est grave. Exactement. Sauf que tu envoies un signal. Tu envoies un signal que nous, on rien dit. Nous, on n'a rien dit, mais il y a un signal. C'est-à-dire, quand ce sera chaud, ce n'est pas toi que je vais appeler. C'est pas toi. C'est comme quand tu parlais de quel partenaire t'appelle quand il y a des opportunités qui tombent. Exactement, c'est ça. C'est du signal. À quel point tu es réactif, choisis comment tu es réactif avec qui. Moi, je sais que, par exemple, un truc qui m'avait marqué aussi, c'est je dis souvent à mes employés, dites quand les choses ne vont pas. Parce que si vous ne le dites pas, quand c'est moi qui le remarque, je vous écouterai pas sur la solution. Et c'est vrai. Si tu viens me voir en me disant, je pense que sur ce sujet-là, on a des problèmes, je vais t'écouter profondément en disant, ok, pourquoi? Et si tu as une solution, je vais probablement prendre ta solution parce que je vais même pas avoir assez de recul pour venir rentrer dans le truc, je vais pas rentrer là-dedans. Mais si c'est au moment où ça pète, que moi je me rends compte, je vais déblayer et faire ma propre analyse. Bien sûr. Et c'est à ce moment-là, parce que ce que je déteste, moi, c'est les salariés qui osent te dire ah oui, mais depuis un moment, on avait remarqué. Je dis non, mais vous aussi. Non, ça, si vous avez remarqué, il faut dire. En fait, et ça, je pense, c'est très dur, apparemment, chez les francophones plus qu'ailleurs. Il faut parler. Et il faut savoir comment le faire. Je n'ai pas dit qu'il faut balancer ses collègues ou Pouka va tout va. C'est pas ça le point. Mais c'est aussi comme ça que tu crées de la confiance. Parce que je répète, dans le business, c'est ton plus gros asset, plus que l'argent, plus que le truc. Et c'est pareil pour les investisseurs. Tu ne pourras pas tout faire. Des fois, vous ne serez pas d'accord. Mais il faut toujours que les gens aient le sentiment que, bon, ce gars-là, on peut lui faire confiance. Cette go-là, on peut lui faire confiance parce qu'il a fait ça pour moi. Il a vu que ça, c'était important pour moi. Donc, il fait ce geste-là pour moi. Comme là, aller voir un sponsor pour lui dire, voilà ce que ça a généré pour toi. C'est un geste qui montre que tu ne veux pas juste son argent. Parce que l'argent, tu l'as déjà. Ou tu l'auras dans votre monde, là. Mais
Tu as déjà la promesse. En gros, je dirais aux gens, c'est d'imaginer ce que dans un monde idéal, ils aimeraient que le gouvernement leur fasse comme reporting. Ouh, ça serait tel. Là, tu rentres dans un autre monde. Non, mais c'est ça. Genre, comme si le gouvernement ferait un reporting sur oui, on a réglé tel problème. Voilà. On a aidé l'éducation comme ça. Là. Non, mais et c'est là où après, bon, dernier point de gouvernance, c'est aussi, bon, ça on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est les objectifs. C'est un peu plus dans les RH. Ouais. Le dernier point de gouvernance qui est très important, personnellement, je ne suis pas un grand fan des budgets, contrairement à ce que les gens imaginent. Mais je dois reconnaître que le budget est l'exercice qui permet d'aligner tout le monde sur comment on va là où on va. Là, c'est la période, là, je ne sais pas si toi c'est pareil. Ouais, mais là, je suis justement, en train de bosser sur des budgets jusqu'à fatiguer. On n'est pas assez bon, on essaie d'être meilleur là-dessus. Ah, mais moi, clairement, oui, c'est notre plus gros défaut. Hein. C'est le truc qu'on n'est pas très bon. Ouais. Parce qu'en plus, en startup, le problème, c'est que c'est un environnement. Tout à l'heure, tu disais, dans votre monde, là, vous avez l'habitude des problèmes de décision. Tu sais pourquoi dans les startups, on met plus l'avant sur la décision que sur l'économique? Parce que c'est l'environnement où il y a le moins d'informations disponibles. Parce que tout change tout le temps. Et on n'a pas de certitude sur le futur. Des environnements un peu plus safe, un peu plus longs à changer, c'est moins important de décider vite. Mais nous, là, tu vois, les budgets, on change en temps réel parce qu'on a de l'info qui remonte, on se rend compte, ah mais attends, on pensait que ce type de client avait besoin de ça, mais en fait, quand on regarde ses dépenses sur les faits, en fait, non, c'est pas ça qu'ils utilisent, c'est ça qu'ils utilisent. Donc, tu vois, c'est en temps réel et ouais, sur la gouvernance. Mais j'aurais cru que tu étais très à cheval sur les sujets de budget parce que c'est un de ces outils qui te permet, enfin qui est un peu fastidieux, mais qui te permet de gagner beaucoup de temps. Ouais. Après, comme tu aimes les trucs qui font gagner du temps. Non, en fait, c'est vrai, c'est que j'aime, mais le gros problème que j'ai avec le budget, c'est que j'ai du mal avec les choses. Prévision. Non, des trucs qui. Prévision, j'aime bien, mais le gros problème, c'est que j'ai mal avec les choses qui ne sont pas de notre contrôle. En fait, des hypothèses hors de ton contrôle. Ah oui, mais c'est que ça. C'est tout le principe du budget. C'est ça qui, des fois, me fatigue. C'est pour ça que, par exemple, j'ai plus de facilité avec les analyses d'écart qu'avec la modélisation. Parce que les analyses d'écart, c'est facile. On avait dit, on fait ça, voilà ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je peux vraiment faire le travail d'être... Ouais, mais du coup, alors à ce moment-là, tu peux quand même décider que tu veux pas un écart plus grand que... 30%. Ouais. Nous, c'est 10 et 30. C'est ça, ma règle. Au-delà de 30%, c'est que l'objectif était mauvais. Si tu es entre 10 et 30, il y a quelque chose à en tirer. Mais ça, c'est en contrôle de gestion que tu apprends ça. Quand tu fais plus de 30% d'écart tous les mois, c'est que tes objectifs sont mal foutus. Et là, il faut remodéliser. Est-ce qu'il y a un budget prévu pour le team building? Mon ami, on en a fait il n'y a pas longtemps. Là. J'en ai fait en septembre. Moi, j'ai dit aux gens, le budget arrivera lorsqu'on sera profitable. C'est ça qui sera... Moi, c'est ma target. Ton budget, c'est quoi? Le budget team building se débloque le jour où on est profitable. Mais c'est quand ça? Mon ami, c'est pas tout de suite. Hein. Quelques mois avant qu'on arrive là-bas. Donc, les gens n'ont qu'à serrer leur cœur. Par contre, ce qu'on a fait maintenant, c'est que j'ai demandé à mes équipes aussi qu'on fasse plus de déplacements où ils voient les clients. Qu'on fasse comme ça a fait au Nigeria? Comme on l'a fait au Nigeria. Ouais. Tu vois. Plutôt que tout le monde vienne à Abidjan et en chill entre nous, je préfère que les gens aillent là où sont les clients. Au Ghana, au Kenya. Après, tu peux aussi... Ah, d'accord. Je préfère qu'ils aillent ensemble dans les endroits des clients plutôt que de venir... Se retrouver... Bah oui, parce que tu bulles de l'équipe quand même quand tu fais ça. Oui, mais sans toi. Oui, sans moi, parce que je considère qu'à ce stade, on est plus dans une phase, nous, où on adopte notre modèle à nos clients qu'une phase où on a besoin de savoir travailler entre nous. Ça va maintenant. Quasiment tous mes employés, je crois qu'ils sont là depuis plus de 2 ans, 3 ans. Donc, en fait, la plupart des gens, ça fait au moins 2-3 ans qu'on bosse ensemble. Il y a très peu de nouveaux employés là dans ma boîte. Ouais, mais tu ne sous-estimes pas les... Non, c'est important. Je ne dis pas le contraire. Mais l'argent, là, ces temps-ci, on regarde le burn, les gars. Donc, les Nigériens ont fait mal. Mais en tout cas, tout ça pour dire que oui, je pense que oui, on peut quasiment conclure. On est pas mal là. Enfin, 15. Fabrice. Voilà, on est bien là. Ouais, mais je pense que, je sais pas, est-ce que tu dirais... Non, je dirais pas épisode technique. Non. Souvent, sur la fin, on était un peu plus technique, mais au début, c'était un peu Congo-ça quand même. On était très dans le... Ouais, on a un mix de Congo-ça. On a très commencé, parce qu'au final, c'est ce que je veux que les gens comprennent. Et quand toi et moi, on en parle à chaque fois, nous, on fait ça tout le temps. Et on se pose pas la question de, ouais, c'est marrant de se dire, ah ouais, merde, c'est grave ce qui a se passé, mais aussi comprendre, mais comment ça s'est passé en fait? Comment ça s'est passé? Moi, je dirais aussi, si vous avez dans votre entourage des entrepreneurs, plutôt que la question, ça va pas, non.
dis-moi, en ce moment, qu'est-ce que tu mets en place pour ta gouvernance? C'est ça. Ça va créer des niveaux de discussion qui vont vous inspirer, qui vont vous donner des petits tuyaux, qui vont peut-être vous enlever une charge mentale que vous n'aviez pas identifiée. Clairement. Parfois, tu te dis, ça me prend la tête. Tu sais même pas dire quoi. Ouais. Mais avec la gouvernance, tu peux parfois t'en enlever. Et moi, ce que je dis souvent pour amener la gouvernance en discussion avec les gens, c'est vous pouvez leur demander quelles sont les personnes avec qui ils ont le sentiment qu'ils sont pas alignés, ils veulent pas la même chose, alors qu'ils ont besoin d'eux. C'est souvent là où tu sens la gouvernance. C'est quand tu sens que par exemple, toi et ton associé ou toi truc, vous voulez pas exactement la même chose ou pas au même moment, alors que vous êtes ensemble dans le bateau. Et ça peut être de gouvernance familiale aussi, hein. Je veux pas dire, mais ça c'est. Là, il y a les fêtes bientôt. Il y a les liens du sang. Les liens du sang, et je peux garantir que moi, j'ai déjà vu plein de situations où dans une même famille, les gens sont pas alignés. Ta mère peut vouloir un truc, ton père peut vouloir autre chose, et toi, au milieu, tu comprends complètement un autre truc. Alors qu'en fait, des fois, il faut juste s'aligner sur, en fait, qu'est-ce qui est important. Ouais, mais je peux t'assurer que parfois, ça peut prendre 50 ans. 5 ans, non, mais c'est pour ça que j'ai dit souvent... 50, excuse-moi. 50 ans. 50 ans. Non, mais c'est vrai, parce que du coup, ça crée des trucs qui sont... C'est important qu'au moins, mais comme encore une fois, vous n'allez pas forcément vous signer et dire on est d'accord, mais au moins vous vous ferez confiance pour comprendre quelle est ta position. Parce que le problème, c'est quand on ne parle pas, les gens ne comprennent des fois pas et ils se présument que c'est des choses qui ne sont même pas ça. Des fois, les gens vont se dire ils s'en foutent, c'est pas important. Alors qu'en fait, non, c'est important, mais là, tu n'as juste pas de solution ou tu n'as pas pu régler ça. En tout cas, Kaï, sache que comme tu es à la Kinshasa, le peuple attend toujours le groupe électrogène de Tanti, Tanti Davina. Mais c'est là, je leur ai demandé chaque fois, depuis ils sont là, non, il faut tel... il faut quel quoi? KVA, machin, il faut aller plutôt chez tel Indien, tel truc. Ils disent, mais en fait, on en a déjà un, mais il fait beaucoup de bruit. Bon, bref. Donc, tu as géré le groupe de Tanti. C'est quoi le problème maintenant? Non, il y en a un qui est dans un autre truc qui fait du bruit. Mais maintenant, moi, je vais prendre un là pour là où ils sont. Là. Bien. Mais j'attends toujours qu'ils me disent lequel. Toi, tu es calé, tu attends seulement qu'on te donne l'info. C'est tout. Non, mais pendant ce temps-là, j'économise. En tout cas, franchement, quand tu feras ça, faut qu'elle envoie une photo. C'est important pour le groupe. Mais en tout cas, ouais, franchement, je pense qu'on a un bon épisode. Là. Ouais. Donc, dites-nous en commentaire. Mot de la fin. Gars, c'est toi, hein? Mot de la fin. L'ayatollah du mot de la fin. Donc, gouvernance, confiance. Confiance, je pense que c'était bien. Ouais. En fait, c'est pas comme on le dit toujours, c'est pas... Là, on a parlé de l'entourage, mais d'une autre façon, finalement. Exactement. Parce que c'est de savoir ton entourage, c'est peut-être pas des gens que tu connais. Tes actionnaires, c'est pas des gens avec qui tu vas en vacances, mais c'est ton entourage. C'est ton entourage. Et donc, comment réussir à construire une confiance? Je pense que beaucoup de gens, justement, tu sais, on parlait des buildings, dans leur aventure entrepreneuriale, s'arrêtent à un certain niveau parce qu'ils ne sont pas prêts à donner la confiance à quelqu'un d'autre au-dessus. À quelqu'un d'autre. Tu vois. Et surtout, le problème, c'est que comme a dit Philippe, quand tu veux augmenter certains étages, il faut casser les fondations. Et ça demande de changer les fondations même de la boîte. Des fois, il y a des entrepreneurs, au moment où tu veux faire rentrer des gens, mais tu n'as pas les fondations assez solides pour que ça fonctionne. Donc, il faut tout reprendre à zéro. Exactement. Ouais. Et des fois, ça vaut la peine, mais c'est très, très pénible. Donc c'est pour ça que je pense que ce genre d'épisode pour moi, c'est qu'on prenne un peu les actus pour tous se dire, bon, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour donner un peu de confiance aux gens que je sais dont j'aurai besoin dans le futur. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui en disant, quel est ce fournisseur? Parce que les entrepreneurs, par exemple, leur plus gros problème, c'est leur fournisseur. Si ton fournisseur te lâche des fois, ta boîte est finie. Ouais. Ta boîte est finie. Donc, ne regardez pas que la gouvernance en mode ceux qui sont dans la société. Des fois, c'est tous ceux qui sont nécessaires pour que les choses se passent. Bien sûr, totalement. Donc voilà, confiance. On attend les commentaires avec. Commentaires. N'hésitez pas à nous poser des questions. On se disait la dernière fois que un FAQ, il y a beaucoup. Vous vous exprimez beaucoup, on vous en remercie. Mais si vous avez des questions, et plus il y aura des questions, on pourra peut-être imaginer un épisode où on répond à ces questions. Frequently asked question. Voilà. Écoute, comme des vrais youtubeurs, quoi. Est-ce qu'on va faire ça au début de l'année, là, en mode youtubeur vie? Ça dépend, si on a des questions. Si on a des questions, envoyez. N'oubliez pas le rendez-vous du 27. 27, 18h.
heure de Paris. Donc, venez quoi. Et puis écoutez, essayez de rejoindre la tribu avant si vous voulez. Si vous ne pouvez pas, vous voulez juste assister, n'hésitez pas. On sera curieux d'avoir votre top 10 des Congosa de l'année. OpenAI, là, c'en est quand même un qui était pas mal. C'est clair. Il est nominé au Ballon d'Or. On va voir ce que la tribu va dire. Nominé au Congosa d'or. Exactement. Congosa d'or, Congosa d'argent. Abonnez-vous, c'est gratuit. S'il vous plaît. On a parlé 10 minutes de l'intérêt de l'abonnement. Petit pouce. Si vous êtes encore là, franchement, c'était quand même pas mal. Et puis merci à tous ceux qui regardent en live le dimanche, parce que dans les chats, c'est vrai qu'il y en a quand même qui font l'effort, franchement. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Et peut-être un petit pardon à ceux qui écoutent en audio pour les retards. Oui, grave. J'ai eu le petit problème, j'ai découvert que Spotify maintenant met de la vidéo, pour info, pour ceux qui ne savaient pas. Donc maintenant, on met aussi la vidéo Spotify. Mais tu peux l'avoir en audio. Ouais, voilà, mais tu peux l'écouter en audio, mais tu peux aussi regarder en vidéo Spotify. Donc, on met ce processus en place pour que ce soit mieux. S'il y a des gens qui sont sur Facebook et à qui on manque, parce que bon, je ne sais pas, hein, ils n'ont qu'à dire aussi, on va revenir. Donc, à ciao. À ciao. Hello, moi c'est Marina. Moi c'est Cora. Kamkara. Moi c'est Manouche. Je m'appelle Lindsay Mabé. Je m'appelle Sylvie Audouin. Je fais partie de la tribu Entrepreneur State of Africa. J'ai rejoint la tribu avant tout pour soutenir le podcast parce que je trouve que c'est un podcast de qualité. Kaï et Moulay font un travail extraordinaire avec leurs différents invités pour nous apprendre, pour nous faire grandir. Et je trouve que c'est génial. Également parce que j'avais envie de rejoindre une communauté de personnes qui ont envie d'apprendre, qui ont soif de réussir et qui ont envie de se développer, tout ça dans la bonne humeur. Donc si ça te parle, n'hésite pas à nous rejoindre sur Telegram.